Donc tout d'abord, je voulais vous remercier. Alors moi, je m'appelle Hervé Kempf et je suis directeur de la rédaction de cette honorable publication Reporter, le quotidien de l'écologie. Et donc, merci d'abord à toutes et à tous d'être venus. Je voulais aussi commencer par un remerciement aux syndicats SNJ, CGT, SNJ qui ont été très présents pour nous soutenir dans l'affaire dont on va parler ce soir. Et puis à toutes les sociétés de journalistes qui ont elles aussi été très présentes, et aux médias et aux journalistes et aux plus de 10 800 personnes qui ont signé aussi cet appel, ce soutien. Et merci à toutes et à tous d'être là. L'enjeu fondamental, tout le monde l'a compris, c'est au-delà d'un cas apparemment particulier, une pression de plus qui s'exerce sur la possibilité d'informer, c'est-à-dire que c'est clair que si des journalistes étaient reconnus coupables des actes commis par les gens dont ils témoignent, il n'y aurait plus de reportage possible. Et comme on voit dans l'actualité récente, et on en parlera avec Antoine Champagne de Reflet et Edoui Plenel de Mediapart, d'autres pressions qui s'exercent par des censures, qui s'exercent sur l'enquête. Donc s'il n'y a plus d'enquête et s'il n'y a plus de reportage, il n'y a plus de journalisme. Voilà. Donc voilà pourquoi nous sommes réunis ici. Alors, je vais commencer par appliquer moi-même la règle que je vais fixer, que nous allons fixer avec Lorraine Lavocat, journaliste à Reporter, aux nombreuses personnes qui ont bien voulu venir témoigner. Et puis, Lorraine Lavocat, et à qui je demanderai de parler 5 minutes chacun et chacune. Et Lorraine, je crois que tu peux prendre un autre micro même, pour nous dire ce qui va se passer ce soir. Bonsoir à toutes et à tous. Je ne vais pas dire merci, mais voilà, merci. Donc, ce sera une soirée qu'on a concoctée, qu'on espère dense, avec du contenu. Plein de personnes qui vont se succéder devant pour raconter un petit peu ce qu'on traverse en ce moment à Reporter, mais au-delà, parce qu'il n'y a pas que nous qui sommes concernés. Et les atteintes à la liberté d'informer, il y en a un petit peu de toutes parts. On va quand même commencer par vous raconter un peu ce qui nous est arrivé. Grégoire nous rappellera les faits qu'il a vécu et ce qui lui est reproché. On donnera aussi la parole à d'autres journalistes de Reporter qui, de la même manière, alors qu'ils couvraient des manifestations, se sont retrouvés ensuite poursuivis. Puis ensuite, on poursuivra avec, pour monter un peu en généralité, d'autres atteintes, un certain nombre d'atteintes au-delà de ces cas d'être poursuivis après avoir couvert des actions militantes. Et puis, on continuera une troisième partie avec, plus généralement, parler d'une dérive un peu générale, avec un cadre au niveau de la loi, des réglementations qui évoluent et qui compliquent considérablement notre travail journalistique. Et on prévoit un temps d'échange avec la salle après cette heure et demie, on va dire, de présentation. Alors, comme vous êtes nombreux et pour essayer un petit peu pas d'aller vite, mais en tout cas que tout le monde puisse s'exprimer du mieux possible, on va vous faire passer des petits papiers. Et vous allez pouvoir prendre vos stylos. Alors on espère que vous avez des stylos, écrire vos questions au fur et à mesure, et puis on passera à les récupérer et on essaiera du coup de reprendre le maximum de vos questions dans cette partie d'échange avec vous, sachant que bien sûr on pourra ensuite poursuivre la discussion au-delà de cette soirée. On finira aussi, on essaiera de mettre un petit peu des pistes de solutions et d'espoir et de perspectives sur qu'est-ce qu'on peut faire après tout ce qui nous arrive. Voilà pour le programme de la soirée. Je pense que, alors c'est moi qui enchaîne tout de suite après. Donc pour la première partie, je propose à Grégoire de venir, qui est un peu notre star ce soir, ou en tout cas la raison pour laquelle on est ici. Grégoire, est-ce que tu peux prendre un nouveau micro ? C'est incroyable, la technologie. Et peut-être commencer par nous raconter ce 10... novembre 2021, donc il y a à peu près un an. Donc tu suis une action des faucheurs volontaires qui entrent dans les entrepôts d'une entreprise semencière, RAGT. Et qu'est-ce qui se passe ? Bonsoir à toutes et à tous. Juste préciser que merci beaucoup à toutes et tous d'être là. C'est touchant et ça fait chaud au cœur, surtout quand on est pigiste basé en Aveyron, vivant et travaillant au pays. Et ça fait chaud au cœur aussi d'avoir un média comme Reporter où même en tant que pigiste, on est soutenu depuis le début dans ces poursuites. Donc voilà, saluer Hervé Kempf et toute l'équipe de Reporter qui prennent soin de leurs pigistes et de leurs salariés. Et bien ce 10 novembre 2021, j'étais en train de suivre une action des faucheurs volontaires d'OGM, un collectif qui, ce jour-là, essayait d'aller voir si l'entreprise RAGT avait dans ses entrepôts des OGM dits cachés. Alors c'est selon eux
certains types de variétés sont des faux OGM ou des OGM qui disent pas leur nom. Et donc ils entendaient ce jour-là entrer dans les entrepôts. Les portails étaient ouverts et ils sont allés saccager et détruire des sacs de semences, quelques dizaines, centaines de tonnes même de semences répandues sur le sol. Et donc moi j'ai suivi cette action et j'ai fait mon travail de journaliste avec un carnet comme j'ai à la main, avec mon téléphone pour enregistrer des interviews. J'ai pris des photos, dont une photo d'une étiquette que j'ai tenue à la main un instant pour vérifier quelle était la référence, etc. Enfin, j'ai fait mon travail de journaliste. Nous étions 5 journalistes sur place. C'est important parce que je suis le seul poursuivi. Mais il y avait l'AFP, il y avait Mediapart, il y avait un photographe de Rodez, il y avait un média indépendant de Montpellier qui faisait de la vidéo. Et après cette action, le soir, j'ai fait mon travail de journaliste, c'est-à-dire que j'ai appelé l'entreprise, je lui ai posé des questions, je l'ai cité, j'ai mis en perspective le sujet. En fait, j'ai fait ce que je fais d'habitude au quotidien. Et 3 mois après, j'ai les gendarmes qui sont venus toquer chez moi. Et là, ils sont venus me convoquer en audition, et non pas en tant que témoin, mais en tant que suspect. Et donc, du coup, qu'est-ce qui t'est reproché précisément ? Je me le demande encore. Sur le papier, c'est vol et dégradation avec circonstances aggravantes en réunion dans un entrepôt privé. Et c'est la même plainte qui vise 28 faucheurs volontaires d'OGM, donc 28 qui ont été identifiés ce jour-là sur plus d'une 50aine de personnes. Voilà, il n'y a pas de distinction. Et d'ailleurs, la première chose qui m'a surpris, c'est qu'au cours de l'audition, qui s'est fait de manière très cordiale, il y a quand même, toutes les questions étaient votre groupe, vous les faucheurs, etc. Il n'y avait aucune distinction entre ma qualité de journaliste et celle de militant. Et donc du coup, alors le procès aurait dû se tenir là dans les jours qui arrivent. Il a été reporté. Finalement, quelle a été... Alors on reviendra avec Alexandre Farreau, notre avocat, plus sur les poursuites juridiques. Mais concrètement, quelle a été ta réaction, la réaction collective de Reporters suite à cette plainte, enfin cette attaque-poursuite contre toi? D'abord, la stupéfaction, quand même, parce que c'est pas banal. Surtout pour un sujet qui, même si pour l'entreprise c'est grave, c'est assez mineur par rapport à d'autres événements qui se passent dans le monde. Et puis ensuite, la colère. Pourquoi on nous empêche de travailler? Pourquoi on nous vise, nous? Et puis en regardant, je ne suis pas le seul. Mes camarades aussi ont eu des problèmes. Et puis il y a les problèmes juridiques, et puis il y a aussi les problèmes qu'on ne veut pas répondre à Reporters, on ne veut pas répondre à tel ou tel média, et que tous, finalement, on vit des entraves à notre liberté de travailler de plus en plus. Et là, quand même, à un niveau où je suis au tribunal correctionnel. Donc là, ça va très loin. La réaction de Reporters, c'était immédiatement de se mobiliser et de préparer ce qui se passe là cette semaine, c'est-à-dire d'alerter les syndicats, les organisations de la profession, les collectifs, les associations de défense des droits de l'homme, et puis tous les citoyens et citoyennes qui ont signé massivement la pétition qui tourne en ligne. Et puis c'est de soutenir juridiquement ma personne, et donc Reporters porte le dossier juridique avec Maître Farreau qui est ici, et donc aller dire non seulement je n'ai rien fait, j'ai rien fait de répréhensible et je n'ai rien fait de condamnable, j'ai fait mon travail de journaliste, mais dire qu'il n'y a même pas lieu là, le procès est reporté, il n'y a même pas lieu d'avoir des poursuites. Ce qu'on veut aujourd'hui, c'est pas que je sois acquitté, c'est qu'il n'y ait pas de poursuite. Abandon des poursuites et laissez-nous travailler, tout simplement. Merci beaucoup Grégoire pour cette petite introduction et de nous avoir raconté un peu ce qui t'est arrivé. On reviendra sur les suites judiciaires. Je vais proposer à Alexandre Reza Kokabi de prendre le micro, petit relais de micro. Alexandre Reza, donc tu es aussi journaliste à Reporters. Et alors toi, il t'est arrivé une histoire un petit peu similaire finalement il y a un peu plus de temps. On était en juin 2020, sortie de confinement, enfin quelques mois après, et tu te rends à l'aéroport d'Orly pour suivre une action de Extinction Rébellion. Qu'est-ce qui s'est passé ce jour-là ? Ouais, tu as bien résumé ce qui s'est passé déjà. Bonsoir et merci à toutes et tous de vous être déplacés. Ça fait plaisir de rencontrer les lectrices et lecteurs. On écrit des articles, mais on est beaucoup derrière nos ordinateurs. On sort, on va en reportage, mais voir autant de personnes réunies, c'est pas si habituel que ça pour nous. Donc déjà pour ça, merci beaucoup. Alors ce 26 juin 2020,
une date que j'aurais du mal à oublier. J'ai fait mon travail de journaliste, je me suis levé un matin et je suis allé couvrir une action de désobéissance civile de 28 militantes et militants d'Extinction Rebellion, un mouvement que vous connaissez certainement, un mouvement écologiste. Et donc voilà, on avait décidé en conférence de rédaction que c'était une action importante, une action qui visait le secteur aérien, qui est très problématique dans le cadre de la lutte contre le changement climatique. Voilà, on était en sortie de confinement et l'aéroport d'Orly allait tout juste redémarrer. Ce jour-là, l'objectif des 28 militantes et militants, c'était de bloquer un avion. Et moi, ce que j'ai fait, c'est que je suis entré sur les pistes, dans leur sillage, et j'ai raconté cette action en direct dans un article qu'on nourrissait d'ailleurs avec toi, Lorraine, sur le site de Reporter. Donc je prenais des photos et j'essayais d'interroger les militantes et militants sur pourquoi elles étaient prêtes à prendre autant de risques, à aller en prison pour bloquer un avion. Et finalement, en fait, tu t'es retrouvé à être interpellé, emmené en garde à vue avec les militants et ensuite poursuivi, enfin en tout cas poursuivi pour cette action, un peu comme ce qui arrive à Grégoire, de la même manière que les militants. Oui, c'est ça. J'ai été interpellé et j'ai été placé en garde à vue. J'ai passé 10 heures en garde à vue. Et ensuite, on m'a infligé une amende de 750 € pour manquement à la sûreté aérienne. Et donc c'est à nouveau une procédure contre toi, contre le journal que Reporter a contesté. Donc nous sommes, on a présenté un recours pour faire annuler cette procédure et on est sans nouvelles depuis près d'un an. Donc c'est encore une autre procédure qui est un petit peu comme une épée de Damoclès, quoi, on va dire. Oui, c'est ça. On a d'abord tenté un recours hiérarchique. En fait, on a demandé au ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, d'annuler cette amende. C'est resté sans réponse. Et donc, en janvier 2022, on a tenté un recours contentieux devant le tribunal administratif de Melun. Et on n'a toujours pas eu de réponse à ce jour. Merci beaucoup, Alexandreza. Et puis, voilà. Est-ce que tu peux passer le micro à Justine Guiton-Boussion, qui a aussi une histoire, vous vous rendez compte, on a plein d'histoires à vous raconter ce soir, un peu similaire, hein, Justine. Tu étais donc en reportage avec Noman Kadoré, qui est photographe et qui travaille avec nous. Et alors, pas à Orly cette fois-ci, à Roissy. À Roissy, Charles de Gaulle. Voilà, toujours, on aime beaucoup les aéroports. Enfin, c'est pas nous qui les aimons, mais bref, les militants les aiment bien, on les suit. Et donc, il est arrivé à l'intérieur du terminal de Roissy, et de la même manière, vous avez été arrêté de faire votre travail par les forces de l'ordre. Oui, moi c'était un petit peu différent. Pour vous recontextualiser, en fait, ça s'inscrivait, c'était en octobre 2020. Ça s'inscrivait dans une journée de mobilisation qui avait été lancée par les mouvements écologistes Alternatiba et Action non violente COP21. Une action qu'ils avaient appelée Marchons sur les aéroports. Donc ils avaient organisé différentes manifestations dans différents aéroports, dans différentes villes. Et moi je suis allée en reportage à l'aéroport de Roissy-Charles de Gaulle avec le photographe pigiste Noman Kadoré. Donc il y avait deux groupes de militants, un groupe qui est allé sur le tarmac pour bloquer un avion, pour s'attacher à un avion, et un groupe qui est entré dans l'aérogare pour manifester, faire des prises de parole et discuter en fait avec les voyageurs qui étaient autour. Noman et moi, on était dans ce groupe qui était dans le terminal de l'aérogare de Roissy. Donc on a suivi les prises de parole. J'ai interrogé différents militants qui étaient là pour dénoncer à la fois la pollution des avions en termes de gaz à effet de serre. Aussi, certains dénonçaient la pollution sonore. Il y a eu différents collectifs qui se sont exprimés. Il y a eu
des moments musicaux. Et ensuite, les autorités ont demandé à tous les militants de sortir de l'aérogare. Et à ce moment-là, il y a eu un contrôle d'identité. Donc, Nauman et moi, on a présenté notre carte d'identité. On a dit que nous étions journalistes. Nauman a présenté sa carte de presse. Moi, je ne l'avais pas encore à l'époque. Et on ne s'attendait pas à ce que les autorités nous répondent non, vous n'avez pas non plus le droit d'être là. Et on leur a réexpliqué qu'on était journalistes et qu'on était là pour couvrir l'action. Et ils nous ont répondu qu'on aurait dû demander une accréditation auprès d'Aéroports de Paris pour avoir le droit d'être là. Donc, ce qui n'était pas possible pour couvrir ce genre d'action. Donc, ils ont pris en photo nos cartes d'identité et on pensait que ça s'arrêterait là. Et en fait, on a reçu quelques semaines plus tard une amende de 135 € pour non-respect d'une mesure d'urgence prescrite en cas de crise sanitaire, parce que à l'époque c'était encore l'état d'urgence sanitaire et donc il fallait un titre de transport pour se trouver dans l'aérogare, et donc on a été verbalisé pour ça. On a contesté l'amende en montrant l'article qui avait été publié à la suite de cette action, les photos qui avaient été publiées, on a montré nos contrats de travail, ma carte de presse est arrivée entre-temps, nos cartes de presse à tous les deux, et on nous a répondu que non, c'était toujours pas valable et que l'amende ne pouvait pas être contestée sur ce point-là. Donc du coup, il y aura une audience au tribunal de police pour statuer sur ce dossier-là. Merci beaucoup Justine, c'était un très beau résumé. Donc vous voyez, on a un reporter, c'est pas la première fois que ça nous arrive, mais effectivement ça commence à faire beaucoup. Je pense que c'est aussi pour ça qu'on avait besoin de faire cette soirée, de dénoncer un petit peu tout ce climat de répression autour de la liberté d'informer. Maître Alexandre Farou, vous êtes avocat notamment de reporter, mais voilà, est-ce que vous pouvez nous faire un petit peu un point sur tout ça, sur un point juridique un petit peu sur tout. Oui, on va essayer. Alors on a 3 dossiers, pour parler avocat. On a 3 dossiers et le point commun de ces 3 affaires, si j'ose dire, c'est que dans les 3 cas, les journalistes sont assimilés en fait à l'information qu'ils couvrent. C'est-à-dire qu'on leur réserve exactement le même traitement que les manifestants qu'ils sont venus couvrir. Donc ça, c'est le point commun. Par contre, ce qui n'est pas commun, si j'ose dire, et ce qui les différencie tous les 3, c'est qu'on a 3 affaires, 3 tribunaux différents. Et là, c'est un peu plus problématique parce que je me dis quelque part qu'il y a une sorte de laboratoire aussi qui se met en place où on va tester devant tel ou tel tribunal ceux qui sont réputés être plus proches du pouvoir que d'autres. Par exemple, le tribunal administratif de Melun, dans le cadre d'Alexandre Reza Kokabi. Dans le cas de Justine, donc c'est le tribunal de police de Bobigny. Et enfin, pour Grégoire, c'est le tribunal correctionnel de Rodez. Donc vous voyez, on va tester quand même pour le même sujet 3 types de tribunaux différents. Et il y en a peut-être un des 3. Peut-être les 3 vont nous donner satisfaction et comprendre qu'effectivement les journalistes n'ont pas leur place devant ces tribunaux. Mais qui sait, peut-être que l'un d'eux va dire, bah oui, effectivement, un journaliste qui couvre une manifestation illégale, puisque c'est ça l'enjeu, finalement commet la même infraction que le manifestant qui est dans une manifestation non autorisée. Donc, j'ai eu aujourd'hui, j'ai eu plusieurs de vos confrères, plusieurs journalistes qui m'ont interrogé, et il y en a une en particulier qui m'a posé une question intéressante, qui m'a dit, mais finalement, si vous me dites que le journaliste n'a rien fait, où est le problème ? Il va être relaxé et tout va bien. Mais en réalité, ça va plus loin que ça. C'est-à-dire, c'est ce qu'il faut mesurer. Le fait d'être verbalisé quand on va simplement faire son travail, évidemment, c'est une prise de risque supplémentaire. Surtout si ce risque-là, il est correctionnel. Grégoire risque quand même 5 ans de prison. Donc il va gagner, j'en suis certain. Mais il va gagner à quel prix ? C'est-à-dire que la prochaine fois qu'il va aller couvrir une manifestation de faucheurs, il va peut-être se poser la question de savoir jusqu'où il va. Il va peut-être garer sa voiture, attendre qu'il sorte et puis faire un petit compte-rendu de choses qu'il n'aura pas vues. Vous voyez, donc c'est ça qui pose problème et c'est là où la défense, si vous voulez, de la liberté d'expression, puisque c'est de cela qu'il s'agit et de rien d'autre, prend une tournure particulière dans ces dossiers. Et là, j'en viens, je vais être rapide, je ne vais pas dépasser les 5 minutes, mais j'en viens à un sujet qui peut vous intéresser. Il y a une jurisprudence évidemment abondante de la Cour européenne des droits de l'homme sur la question de la liberté d'expression. Vous imaginez bien, il y a des centaines et des centaines d'arrêts. Eh bien, à ma stupéfaction,
il y a finalement très peu de décisions, j'en ai compté une vingtaine, un maximum, mais qui concernent spécifiquement la liberté du journaliste, la liberté d'expression mise en œuvre par des journalistes. Et Dieu sait s'il y a des journalistes poursuivis. Je veux dire, dans l'Europe de la CEDH, qui couvre jusque la Russie, on en connaît tous un paquet. Eh bien, il y a très peu de jurisprudence, donc la jurisprudence, il faut la faire. Il faut la faire, et il faut la faire sur des affaires comme celle-ci. Il ne faut pas laisser passer ces affaires. J'ajoute que, évidemment, personne n'est dans une logique complotiste et surtout pas reporter. On ne se dit pas, voilà, est-ce qu'on en veut particulièrement un reporter ? Non, ce n'est pas le sujet. Mais quand même, il y a une question qui s'est posée, c'est celle de savoir pourquoi un média spécialisé dans l'environnement attire d'un seul coup, en moins de 2 ans, 3 journalistes se retrouvent mêlés à des affaires judiciaires. Pourquoi est-ce que c'est un média qui défend particulièrement l'environnement, qui est ciblé? Et c'est là où je commence à me poser des questions sur le fait de savoir s'il y a un laboratoire. Et on a voulu en avoir le cœur net. Dans le dossier d'Alexandre Reza Kokabi, c'est un choix du procureur. C'est-à-dire que les faits pour lesquels il a été placé en garde à vue, 10 heures de garde à vue quand même, c'est pas rien, les faits pour lesquels il a été placé en garde à vue étaient des faits délictuels. Et finalement, sur décision du procureur et du préfet de police de Paris, Monsieur Lallemand, que tout le monde connaît, qui a une compétence aéroportuaire, donc c'est lui qui assure la police administrative des aéroports, sur décision donc du procureur et du préfet de police, cette procédure est devenue une procédure administrative. Ils ont la possibilité de le faire, ils ont décidé que ça serait une amende, une contravention de grande voirie, comme on dit dans le jargon, et donc poursuivi par une autorité administrative, si vous voulez. Et là, Reporter a voulu en avoir le cœur net, c'est ce que vous disiez Alexandre Reza Kokabi. On a testé le ministre de l'Intérieur, on lui a fait ce qu'on appelle un recours hiérarchique, c'est-à-dire qu'on a voulu s'assurer, puisqu'il est quelque part gardien, enfin toutes les autorités publiques sont gardiennes de la liberté fondamentale d'expression, donc on a voulu mettre le ministre devant ses responsabilités et lui dire il y a quelque chose qui ne va pas. 10 heures de garde à vue, poursuivre un journaliste simplement parce qu'il a voulu couvrir une information, donc on l'a mis en situation de répondre. Qu'est-ce qu'il a fait? Il n'a pas répondu. C'est-à-dire que c'était un recours qui est resté sans réponse, et aujourd'hui, devant le tribunal administratif, de Melun, qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous dit c'est pas à moi de gérer ça, c'est au préfet, donc il demande sa mise hors de cause, il veut pas du tout comparaître ni donner son point de vue. Donc si vous voulez, ce qui peut être une erreur au départ, ça arrive que des journalistes soient pris dans le cadre d'une manifestation pour des manifestants, un contrôle d'identité, etc. Ce qui pouvait être une erreur au départ ne l'est plus à l'arrivée. Une fois que le ministre est informé, qu'on a mis toutes les autorités, et là, dans le cadre de Grégoire Souchet, on a fait la même chose avec le procureur. On a offert une possibilité au procureur de se racheter. Il a mal vu le dossier, il ne l'a pas lu, ça arrive. Il n'a pas vu qu'à la première question qui lui a été posée, « Que faites-vous ?» il a répondu « Je suis journaliste ». Ça n'a pas empêché 36 autres questions, non pas 36, 10 autres questions, comme vous le rappelez, Grégoire, 10 autres questions qui commencent par « Vous et votre groupe de faucheurs ». Et s'ensuit la question. Vous et votre groupe de faucheurs avez décidé à quel moment de venir, pourquoi est-ce que vous et votre groupe, etc. Alors qu'il répond à la première question, qui aurait dû neutraliser son interrogatoire et mettre un terme à cet interrogatoire, il répond « Je suis là parce que je suis journaliste, je n'ai rien à voir avec les faits. Je n'ai pas participé à ces faits. » Ça devait s'arrêter là, ça ne s'arrête pas là. Donc les questions vont au-delà, elles sont partiales. Le procureur qui exerce son contrôle, puisque c'est sa décision de renvoyer devant un tribunal correctionnel, ne prend pas la bonne décision, décide de le renvoyer malgré tout, ne tient pas compte du fait qu'il est journaliste, renvoie malgré tout. Aujourd'hui, et j'aurais fini par cette simple petite information, aujourd'hui le procureur de Rodez a changé. Et j'ai vu dans les médias, il répond « J'ai pas eu le temps de regarder le dossier, mais il est évident, dit-il, que si c'est un journaliste dans l'exercice de ses fonctions, il n'a pas à être poursuivi. Mais je n'ai pas regardé le dossier. » Bien. Je considère que cette réponse est déjà fautive. C'est-à-dire qu'un procureur
il est garant aussi des libertés publiques et il ne peut pas poursuivre un journaliste juste pour s'amuser. Il ne peut surtout pas nous répondre. Je n'ai pas vu le dossier. C'est-à-dire que là, ça fait plusieurs jours qu'on ne parle que de ce dossier. Il est obligé d'aller regarder le dossier et s'il a la conviction qu'il n'y a, et c'est le cas, aucun élément à charge, il doit prononcer un non-lieu immédiatement. Voilà. Merci beaucoup, Maître Faro. Et puis, on reviendra sur cette affaire. Je passe la parole à Hervé pour la deuxième partie de cette soirée. Eh bien, merci. Alors, on est amené à entretenir une correspondance soutenue avec les ministres, puisqu'après avoir écrit à M. Darmanin, sans pour l'instant avoir eu de réponse, eh bien, nous écrivons à M. Dupond-Moretti, garde des Sceaux, ministre de la Justice. Et pour être sûr qu'il lise bien la lettre, on va la mettre en recommandé demain. Voilà, en espérant que, bien sûr, l'esprit de la démocratie qui anime ce ministre comme ce gouvernement le conduira, bien sûr, à réparer les erreurs de ses services. On va élargir, parce qu'il n'y a pas que Reporters dans la vie, c'est en fait ce que nous vivons est le symptôme d'une dérive plus générale. Il y a d'autres cas, donc là on a beaucoup parlé de cas de reportage, mais il y a eu plusieurs, attaques à la liberté d'informer qui se font notamment sous forme de procès par rapport à des enquêtes. Alors je ne sais pas si Tristan Valex est arrivé. Tristan Valex, peut-il lever la main? Il se lève. Voilà, Tristan Valex, pour ceux qui ont la télévision, est très connu, et pour les autres, il est connu quand même parce qu'il anime notamment Complément d'enquête, et il a fait cette semaine d'ailleurs avec son équipe un fort documentaire, reportage, enquête sur les syndicats de police. Mais c'est pas pour ça que tu viens nous parler aujourd'hui. Vous pouvez y aller. Pardon? Avoir en replay sur le site France.tv. Absolument. Et donc voilà, en 5 minutes, on se permet de se tutoyer, pardon, on se connaît pas très bien, mais en quoi une enquête a conduit à une pression très forte sur le travail de ton équipe de journalistes? En fait, moi, ce que je trouve... Et parle bien près du micro. Là, on m'entend bien? Ah. Je disais tout à l'heure, sur le site France.tv, pour ceux qui n'ont pas la télé, ça marche aussi sur ordinateur. Non, moi, ce que je trouve hyper intéressant avec le cas de Grégoire, c'est qu'on se rend compte qu'en fait, il y a beaucoup et de plus en plus d'attaques qui ne sont pas sur le thème de la liberté de la presse et sur le thème de la diffamation. Et c'est vrai que ces derniers temps, on est beaucoup attaqué pour violation du secret défense, violation du secret de l'instruction. Je vois qu'il y a des avocats ici. C'est quelque chose que nous, on reçoit souvent dans nos enquêtes ces derniers temps. Et c'est quelque chose, moi, que je trouve... je suis désolé, j'ai pas vraiment préparé un texte, donc c'est un peu confus. Je croyais qu'on serait plus dans une discussion, une table ronde et tout, mais donc je me remets un peu tout à l'endroit. C'est-à-dire que voilà, je pense que les journalistes sont pas au-dessus des lois, et je trouve ça normal que les journalistes soient attaqués et doivent rendre des comptes pour diffamation. C'est la loi de la liberté de la presse 1881, et c'est normal qu'on doive rendre des comptes. C'est pas normal qu'on soit attaqué pour avoir participé à une action avec des faucheurs ou autres. Et c'est vrai que voilà, moi j'ai remarqué ces dernières années qu'on était souvent attaqué pour l'année dernière, on a sorti une enquête avec nos confrères de Disclose. On a sorti des documents secret défense montrant que la France participait à une opération secrète en Égypte dans laquelle les civils étaient tués, et on a une instruction qui a été ouverte pour violation du secret défense. On n'a pas encore été entendu dans cette affaire, mais c'est potentiellement quelque chose qui c'est puni d'une prison ferme. Et c'est vrai que c'est... Nous, quand on enquête là-dessus, on a un service juridique qui est relativement courageux, à qui on dit, écoutez, si on diffuse cette enquête, potentiellement, la directrice de la publication, Delphine Ernotte, PDG de France Télévisions, risque la prison ferme. Donc, ils ne sautent pas au plafond de joie quand on leur explique ça. Et c'est vrai qu'on se rend compte que systématiquement, ce type d'enquête est suivi de ce type de poursuite. On a aussi beaucoup d'attaques pour violation du secret de l'instruction, pour non-respect de la vie privée. Et puis, on s'est rendu compte aussi que de plus en plus, les entreprises sur lesquelles on enquêtait saisissaient le tribunal de commerce. Alors moi, c'est peut-être ça dont vous vouliez parler. Moi, j'ai en 2016 réalisé en tant que journaliste une enquête sur le groupe Bolloré. J'ai fait un portrait de Vincent Bolloré, qui nous a valu en fait 3 procès, trois procédures. 5 procès en tout, mais 3 procédures. Une première procédure devant le tribunal pénal pour diffamation, donc ça c'est une procédure classique. A priori, pourquoi pas, on a gagné en première instance. En appel,
devant la Cour de cassation aussi, mais on a aussi été attaqué une deuxième fois devant le tribunal de commerce, où cette fois-ci c'est donc la société Bolloré qui attaquait la société France Télévisions et qui réclamait 50 millions d'euros de dommages et intérêts, ce qui est un montant faramineux, surtout quand on n'a plus de redevance pour payer les amendes. Et puis on a été attaqué une troisième fois via une filiale du groupe Bolloré qui s'appelle la Socapam, qui est basée au Cameroun, pour diffamation aussi, mais cette fois-ci selon le droit camerounais, dans un pays qui est, je ne sais plus, d'après le dernier classement RSF, je crois 132e en termes de liberté de la presse, où la diffamation est punie pas seulement d'une amende, mais aussi de prison ferme, et où on risque la détention provisoire si jamais on est au Cameroun en attendant notre procès. Voilà, et ça, voilà, c'est quelque chose que je trouve absolument aberrant, parce que oui, on est prêt à rendre des comptes, on est prêt devant la justice française et les juridictions spécialisées dans le droit de la presse. On a toutes nos preuves pour pouvoir les confronter et les confronter aux avocats de Bolloré. Et même, je ne sais pas si je suis trop long ou pas, mais même sur la procédure de diffamation, moi, ce que j'ai découvert, c'était la deuxième fois que j'avais un procès. La première fois, je l'avais gagné, mais ça s'était passé de manière un peu plus normale, on va dire. Ce que je trouve, moi, absolument anormal, c'est que ça a coûté extrêmement cher à France Télévisions. C'est-à-dire qu'en termes de... un peu naïvement, moi, je pensais que quand on gagnait un procès, on nous remboursait les frais de justice. Parce que souvent, quand on lit des décisions de justice, on voit, bah, tiens, telle personne a perdu, il doit rembourser 3 000 euros de frais de procédure. Moi, je pensais que les 3 000 euros, ça couvrait les frais de procédure. Et en fait, c'est pas du tout le cas. C'est-à-dire que nous, on a gagné tous nos procès face à Bolloré. Donc, pour l'instant, au Cameroun, c'est encore en suspens, mais on a gagné en France, devant le tribunal pénal, en cour d'appel, devant la Cour de cassation, devant le tribunal de commerce et devant la juridiction d'appel du tribunal de commerce. Et on a dû, je pense que le groupe Bolloré a dû rembourser quelque chose comme 5 ou 10 000 euros à France Télévisions. Pourtant, il a même été condamné en procédure abusive. Donc voilà, de mémoire, c'est moins de 10 000 euros d'amende qui a eu le groupe Bolloré. Et je sais que France Télévisions a dépensé plusieurs centaines de milliers d'euros. Je n'ai pas réussi à avoir le chiffre exact parce que c'est une comptabilité un peu spéciale dans cette grande maison. Et je me dis, c'est incroyable parce qu'on a dit toute la vérité, rien que la vérité. Les juridictions françaises reconnaissent que notre reportage n'est absolument pas problématique. Et néanmoins, on a dépensé des centaines de milliers d'euros. Là, ça passe parce que c'est France Télévisions, que c'est une grosse maison, qu'ils sont en capacité de supporter ces coûts-là. Malgré tout, parce qu'il faut être un peu court, mais c'est aussi important de souligner l'enjeu d'avoir une direction de médias qui tient le coup. Voilà, c'est-à-dire que là, même avec l'argent, c'est-à-dire que si j'avais une présidence ou une direction qui se disait bon, attends, ça va, il faut faire des économies, on va pas avoir la redevance, vaut mieux être condamné à 3 000 euros, une amende symbolique pour diffamation, plutôt que de supporter des coûts et des centaines de milliers d'euros. Oui, c'est sûr qu'avec une autre direction, ça aurait peut-être été plus compliqué. Et si j'avais été dans un autre média un peu plus précaire, dans une boîte de prod, par exemple, je sais que nous, à Complément d'enquête, on a à peu près la moitié des sujets qui sont fabriqués en interne, et ça c'est hyper important, et une autre moitié qui sont réalisés par des petites sociétés de production qui ont une économie beaucoup plus précaire, et ben ça aurait tout simplement pas été possible. C'est-à-dire que le budget d'un 52 minutes d'une enquête de complément d'enquête, c'est à peu près 80 000 euros, 86 000 euros très exactement. Si jamais une boîte de prod gagne 86 000 euros, déjà elle gagne pas beaucoup d'argent sur des enquêtes. Si en plus elles doivent provisionner plusieurs centaines de milliers d'euros de frais juridiques, on voit bien que ça rentre pas. Donc voilà, c'est sûr que c'est vraiment problématique. Là, ça tient parce que c'est France Télévisions, que du coup, il y a quand même des moyens, et qu'on est dans une période où on a une direction qui tient à peu près et qui revendique son indépendance et le soutien au journalisme d'investigation. Mais c'est sûr que dans une autre période ou dans une autre structure, ce serait beaucoup plus problématique. Merci beaucoup, voilà, je suis désolé pour le début un peu confus. Mais non, mais c'était très clair. Merci beaucoup d'être venu. Et donc, en replay, effectivement, France TV. Et voilà. Et voilà. Ce qu'il faut vraiment retenir, c'est la manière dont j'ai l'impression on contourne de plus en plus le droit de la presse pour attaquer les journalistes et le travail journalistique, non pas avec la diffamation, mais
Voilà, tribunal de commerce, violation du secret défense, violation du secret de l'instruction, et c'est pour ça que votre procédure, même si elle est aberrante, elle ne me paraît pas hyper étonnante vu le contexte. Excellente transition. Une attaque au tribunal de commerce avec Reflet, Antoine Champagne. Alors c'est un média beaucoup plus petit que France 2, mais Antoine, voilà, tu as subi aussi et tu continues, enfin avec tes camarades de Reflet, une attaque dure. Alors explique-nous ça en moins de 5 minutes. Oui, bonjour à tous et à toutes. Qu'est-ce qui nous arrive ? On a fait une enquête sur la base de documents qui ont été piratés par un groupe de pirates russes, un groupe de ransomware. Ils ont piraté les documents du groupe Altis et également les documents du Family Office de Patrick Drahi. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un Family Office ? C'est la boîte qu'un milliardaire crée pour gérer ses propres investissements. Donc tous ces documents se sont retrouvés sur Internet, ils ont été publiés par les pirates, et nous, qu'est-ce qu'on a fait ? On a été regarder ce qu'il y avait dedans, et on a fait notre travail de journaliste, c'est-à-dire qu'on a écrit des articles sur ce sujet. Alors, on pouvait s'attendre effectivement, comme d'autres, à être attaqué pour, je sais pas, une atteinte à la vie privée de Patrick Drahi, puisqu'on raconte ses dépenses mirobolantes. C'est pas du tout ce qui s'est passé. On a été attaqué devant le tribunal de commerce en référé. Patrick Drahi, qui se cache derrière 3 sociétés pour nous attaquer, demandait à ce que nos articles déjà publiés soient retirés, donc une censure a posteriori, mais également à ce que l'on n'ait pas le droit d'écrire de nouveaux articles sur la base de ces documents. Et le tribunal a bien confirmé que nos articles déjà publiés n'étaient pas problématiques. Alors, il nous attaquait sur le secret des affaires. On aurait dévoilé des secrets liés aux entreprises de Patrick Drahi. Alors, normalement, le secret des affaires, c'est fait pour protéger des procédés de fabrication très spécifiques ou des stratégies marketing très particulières, mais le groupe de Patrick Drahi ne produit rien. C'est un groupe de services, donc il n'y a pas de secret de fabrication. Et en tout cas, dans ce qu'on avait écrit, le juge dit que nous n'avons pas violé le secret des affaires, donc nos articles ne doivent pas être retirés. En revanche, il dit qu'il existe un risque qu'à l'avenir, peut-être, on écrive un article qui violerait le secret des affaires de la société, enfin du groupe Altis, ce qui est assez ridicule, puisque finalement on aboutit à une censure a priori, et donc c'est une espèce de censure façon Minority Report. Peut-être qu'un jour on va faire quelque chose d'interdit, et donc dans ce laps de temps éventuel qui est indiscriminé, on ne sait pas pour combien de temps, et on ne sait pas quel est le champ qui est couvert, donc on ne sait pas ce que l'on n'a pas le droit d'écrire, mais on n'a plus le droit d'écrire sur Altis. Alors évidemment, on a continué à écrire sur Altis, on a fait un nouvel article sur la base de ces documents, et on a fait appel également. Alors on n'a pas fait appel que pour nous, on a fait appel pour toute la profession. Pourquoi ? Parce que si demain on ne peut plus écrire sur des documents dont l'origine est effectivement entre guillemets frauduleuse, eh bien le journalisme d'enquête s'arrête, parce que la plupart des documents que l'on obtient viennent de sources qui, a priori, n'ont pas le droit de diffuser ces informations. C'est ça le journalisme d'enquête. Donc il n'y aurait plus de LuxLeaks, Panama Papers, Football Leaks, WikiLeaks en règle générale. Voilà, on en passe. C'est les Macron Leaks, par exemple. Est-ce que Emmanuel Macron et son parti politique ont fait des procès aux journaux qui ont écrit sur les Macron Leaks ? Les Macron Leaks, ce sont les mails de la campagne, enfin des équipes de campagne d'Emmanuel Macron en 2017, qui ont été piratés également par des pirates russes et qui ont été publiés également sur Internet. Voilà. Donc, est-ce que, pour conclure, oui, est-ce que le fait que vous soyez un petit média, et c'est pas, est-ce que ça n'a pas incité Monsieur Drahi et ses sbires de vous attaquer, ce que peut-être il n'aurait pas fait si un média plus important avait fait le même travail d'enquête? Alors, c'est une question qui se pose, parce que depuis nos premiers articles, Le Monde, ID News en Suisse et Libération ont fait des articles sur la base de ces documents. Est-ce qu'ils sont poursuivis ? Pour l'instant, visiblement pas. Après, il est pas. Alors, et Patrick Drahi a quand même fait un procès également pour demander à ce que soient retirés
du site de France Culture une interview qui avait été faite de moi après la publication des premiers articles. Ils ont été déboutés. Là aussi, c'était devant le tribunal de commerce. Ils ont été déboutés. Juste ce qu'il faut dire, c'est que évidemment, les procès ne font que commencer, puisqu'il vient également nous chercher au fond. La première audience aura lieu le 15 décembre et il a également porté plainte au pénal pour l'intrusion informatique dans laquelle il essaye de nous mettre un petit peu comme vos reporters en disant mais ils font du recel de documents volés donc ils ont quelque part participé à ce piratage. Donc ils viennent nous chercher au pénal à Paris et toujours pour le piratage au Luxembourg. Donc on verra où on va avec ça. Merci beaucoup Antoine. Et donc de reflet.info. Reflet.info. Abonnez-vous voilà. Pour nous soutenir. Voilà, parce qu'effectivement, il ne faut pas l'oublier, mais toutes ces affaires coûtent cher. Il est normal que les juristes soient payés, les avocats soient payés. Voilà, ça nous prend aussi beaucoup de temps qu'on préférerait consacrer à faire du journalisme plutôt qu'à explorer les arcanes de la justice. Et j'appelle maintenant à la barre, si j'ose dire, Daniel Schneiderman. Où es-tu ? Tu es aussi victime, et tu vas nous le raconter, d'atteinte à ton travail d'enquête avec ton équipe, bien sûr, de Arrêt sur Image. Lui aussi sur Internet et par abonnement. Et en 5 minutes. 5 minutes chrono. Alors, je vais peut-être être un tout petit peu en décalage avec la tonalité générale de la soirée. Mais après tout, si il n'y avait pas de décalage, on s'emmerderait un peu. Quand tu m'as demandé de participer à cette soirée, quelle que soit l'estime que je porte à Reporter, j'ai eu un moment d'hésitation. Pourquoi j'ai eu un moment d'hésitation ? Parce que depuis que j'observe un peu comment les médias fonctionnent et se distribuent en France, je suis dans le champ là ? Ouais. Je suis beaucoup plus inquiet, préoccupé, révolté par tout ce que les médias ne disent pas pour des raisons internes que parce qu'ils ne disent pas parce qu'on les empêche de le dire. Je m'explique. Il y a plein de trucs, il y a plein d'informations dont les citoyens sont privés, non pas parce que un méchant monsieur Drahi ou un méchant monsieur maire de Saint-Étienne les empêche de le dire, mais simplement parce que c'est compliqué, c'est technique, on présuppose que ça va emmerder les gens. Et dans le domaine de l'écologie, mais je suis frappé surtout par le déficit d'information sur des points que personne n'empêche les journalistes de traiter, sauf que voilà, l'audience, le clic, l'audimat, etc. Par exemple, en regardant un peu de près cette histoire de la poursuite contre vous, là, à Rodez, j'ai réalisé qu'en fait, les OGM dont il est question à Rodez ne sont pas des OGM classiques, c'est des nouveaux OGM. Ce qu'on appelle des nouveaux OGM, c'est-à-dire c'est pas tout à fait des OGM, c'est plus compliqué, etc. Bon, ça c'est super intéressant, je trouve. Bon, j'ai vu très peu de papiers expliquant en quoi ces nouveaux OGM... Alors, sauf sur Reporter, tu me diras... Mais dans la presse généraliste, j'ai vu très peu de papiers. Et alors, en plus, il y a une espèce de bras de fer entre la Cour de justice de l'Union européenne, le Conseil d'État français, le gouvernement français. Enfin, vraiment des histoires super intéressantes qui sont jamais traitées. Bref, j'ai hésité. Et alors, j'ai hésité aussi parce que en général, toutes ces histoires de poursuites de méchants intérêts économico-politiques contre des médias, en général, se terminent à l'avantage des médias poursuivis. En général. Si, à la fin des fins, en général, ça finit bien. Alors, évidemment, ça prend parfois beaucoup de temps. Ça coûte parfois très cher. Tristan Vallès l'a bien dit. Mais en général, ça se finit bien. Et ça se finit d'autant mieux qu'on peut le dire. C'est vrai que c'est très cher. Mais que pour les médias indépendants que nous sommes, en général, ce genre de poursuite suscite des mouvements de solidarité importants de la part de leurs lecteurs, de leurs abonnés. Mouvements de solidarité qui, en général, je trahis un secret, faut pas trop le dire, mais couvrent les frais de procès que doivent acquitter les médias. Donc je me suis dit, bon, c'est pas forcément le combat prioritaire et tout. Et puis après, j'ai regardé un peu le contexte. C'est-à-dire que, bon, il y a votre affaire, on en a parlé, mais dans le même laps d'un petit mois,
On a vu effectivement un certain nombre de procédures assez baroques, comme l'a dit Tristan Valex, contre des médias, tous indépendants d'ailleurs. On a vu Mediapart interdit de publier une enquête sur le maire de Saint-Étienne à la suite d'une procédure sans aucun contradictoire et sans qu'ils puissent faire entendre leur point de vue. On a vu, Patrick Champagne en a parlé, cette procédure baroque par laquelle Reflet a été autorisé à la limite à laisser en ligne leur premier papier Drahi, mais à surtout pas en publier un autre, donc en effet Minority Reports. Et une troisième procédure dans le même laps de temps dont on n'a pas encore parlé, c'est une procédure intentée par une officine nommée Avisa. Alors, je ne vais pas essayer de résumer ce qu'est Avisa. On peut dire que c'est une sorte de fabricant industriel de fake news. Qui sont vendus à des blogs, à des sites, y compris à des sites de presse très honorables. Et on a vu Avisa poursuivre 4 médias indépendants, dont Reflet, qui arrive en 2e sélection, dont Mediapart, qui arrive aussi en 2e sélection, et dont Arrêt sur Image, qui est actuellement poursuivi par cette société Avisa, d'une manière particulièrement... on sent une volonté de faire mal, puisque habituel. Alors là, pour le coup, c'est de la diffamation classique. Hein. C'est pas un truc de tribunal de commerce. Enfin, c'est pas un truc bizarroïde. C'est une poursuite classique pour diffamation, mais d'habitude, une poursuite pour diffamation, on poursuit le directeur de la publication et éventuellement le journaliste qui a écrit l'article. Là, les 3 co-signataires de l'article sont poursuivis ès-qualité et le directeur de la publi n'est pas poursuivi. Ils ont même poussé le zèle jusqu'à poursuivre le journaliste stagiaire qui a participé à cette enquête et qui est très content, qui va avoir son baptême des poursuites en correctionnel. Il apprend le métier. Alors, je me suis dit, il y a quand même un contexte. Il y a quand même un contexte qui vaut le coup qu'on regarde de près. Et un contexte qui est d'autant plus bizarre que, je le disais, Hervé, ils savent qu'ils vont perdre. Et que et même s'ils perdent pas à l'arrivée, de toute façon ils vont perdre, puisque on est tous là ce soir et que les informations qu'ils ont voulu bâillonner par une loi bien connue qui s'appelle l'effet Streisand sur Internet, que ces informations vont avoir un impact 5-10 fois plus considérable qu'elles ne l'auraient eu s'ils n'avaient pas... Non, mais je te vois sceptique, mais j'avais prévenu que je serais un peu... J'hésite entre rebondir et te rappeler que tu n'as plus que 24 secondes pour parler, pour te mettre à égalité avec tous nos petits camarades. Mais honnêtement, je n'ai pas obligé de le croire, mais je suis ravi de vous voir. On est tous ravis de vous voir. Et comme le disait Alexandre Reza, ça fait plaisir de rencontrer les lectrices et les lecteurs en vrai de temps en temps. Mais si ça pouvait être pour d'autres choses que pour des procédures judiciaires, honnêtement, non, là, on est là parce qu'on a le sentiment bien sûr. On défend quelque chose d'important. Mais voilà, je ne veux pas rentrer dans le débat parce que là, ça t'obligera à être fatalement plus long que les 23 secondes qu'il te reste. Non, mais là, le chronomètre s'est arrêté pendant que tu parlais. Là, absolument, bah oui. Et tu ne me censureras pas. Ah non, mais je te rappellerai le temps. Non, mais vas-y, c'est un débat en revanche. Ouais, c'est intéressant. Non, mais voilà. Donc je vous ai expliqué pourquoi j'ai un peu hésité. Alors, cela dit, je suis venu parce que quand même, effectivement, il se passe un truc. Je ne sais pas bien quoi. Je ne sais pas bien si on est devant des phénomènes, devant une coïncidence incroyable de pulsions liberticides chez le maire de Saint-Étienne, chez Patrick Drahi, ou si... il faut dégager un sens commun à ces procédures. Et si j'essayais d'en dégager un, parce que j'aime bien quand même trouver les raisons des choses, je me demande si on n'est pas en face de quelque chose qui manifeste une sorte d'enfermement mental de ces gens qui intentent des... Parce que moi, je me mets à leur place, je dis, je vais perdre, quoi. Et puis, de toute façon, effet stressant. Mais je me demande s'il n'y a pas de leur côté une sorte d'enfermement mental, s'ils ne sont pas dans une sorte de bulle algorithmique, comme le sont beaucoup de gens, qui font que ces gens s'imaginent qu'ils vont gagner.
ou s'imaginent que ça peut être intéressant pour eux. Enfin, c'est une hypothèse que je soumets, parce que sinon, c'est vrai que j'ai du mal à comprendre. Enfin, cela dit, quelles que soient les raisons, il n'en demeure pas moins que ces pulsions liberticides doivent être combattues. Et tu pourras témoigner, Hervé, que mon instant d'hésitation a été bref. Absolument. Puisque dès que tu m'as appelé, au bout de quelques secondes, j'ai dit que je serais des vôtres et mon temps est terminé. Tu m'enlèves les mots de la bouche et c'est vrai que Daniel, dès que je l'ai appelé, était là et ça aide. Vous savez, dans ce genre de situation, il faut qu'il y ait un nom qui en entraîne un autre, etc. Et Daniel est toujours précieux quand les questions de liberté de la presse sont en cause. Et maintenant, Agnès Rousseau, j'espère que tu n'as pas trop hésité à venir. Donc, directrice de Politis. Voilà. Merci Hervé. Moi, je suis venue aussi témoigner de ma posture de victime, quelque part, des poursuites Bayon. Alors, quand je travaillais à Basta, on a eu affaire également à Bolloré, qui, comme ça a été dit, on a vécu un harcèlement judiciaire, puisqu'il nous a poursuivis. On a gagné en première instance, on a gagné en appel, il est allé en cassation, il a poursuivi pour une brève qu'on avait écrite où on traitait de ces questions-là également. Donc, on a eu cette problématique-là de poursuite Bayon. À nos côtés, il y avait aussi un enseignant et un ébéniste qui étaient poursuivis pour avoir cité notre article, pour avoir cité un lien hypertexte allant vers notre article. Donc on est arrivé à des délires assez incroyables en termes d'harcèlement. Comme l'a dit Tristan tout à l'heure, il y a aussi tout ce qui est contournement, des stratégies de contournement de la justice, avec la délocalisation de certains procès, avec le fait d'aller au tribunal du commerce, d'aller à l'étranger. En termes de contournement, de délocalisation, je vis ça aussi à l'hebdomadaire Politis, dont je suis directrice actuellement. On a une poursuite Bayon d'une entreprise qui s'appelle Sepur, qui traite les déchets en Ile-de-France et qui poursuit Politis pour un article sur des questions de travail illégal et a décidé d'aller poursuivre au tribunal de Versailles, pas au tribunal de Paris. Donc voilà, ils font le tour un peu de toutes les juridictions pour contourner le droit de la presse. Et puis, ce qui était assez marquant aussi dans les poursuites Bolloré, c'était le mépris dont il a fait part, en tout cas son avocat, quand il a parlé de notre travail journalistique, puisqu'il nous a dit qu'on était la honte du journalisme, qu'on faisait un travail de cochon, que l'article était insupportable pour l'honneur de Bolloré, et puis que s'il avait des enfants, il n'aimerait pas qu'ils fassent notre travail. Enfin bon, bref, on a eu le droit à l'ensemble de tous les éléments et arguments un peu négatifs sur le sujet, sur ces poursuites Bayon. Donc comme ça a été dit, c'est des choses qui sont assez désagréables quand on est journaliste. On a autre chose à faire que de passer du temps à se défendre, de faire notre travail, de faire bien notre travail et d'enquêter sur des problématiques qui sont justement des problématiques cachées par les entreprises et les multinationales notamment, et sur lequel il y a besoin de dévoiler, et ce que n'aiment pas évidemment les multinationales. Je voulais juste reparler un tout petit peu plus du contexte général qui me semble très très important. Alors Daniel a évoqué des choses autour du contexte liberticide. Moi je pense qu'il y a aussi quelque chose qui est éminemment important, c'est le contexte de concentration de la presse, qui évidemment est totalement lié avec ça. Ceux qui font des poursuites Bayon, notamment Bolloré, est aussi un acteur majeur de l'écosystème de la médiatique aujourd'hui en France. Et c'est aussi une des problématiques qui porte atteinte à la liberté de la presse et au pluralisme de la presse. On a 91% des quotidiens nationaux généralistes en France qui sont entre les mains de 5 milliardaires. 44% de l'audience télévisée en France aujourd'hui est produite par des chaînes qui sont entre les mains de 3 milliardaires, Bouygues, Bolloré, Drahi. Donc on a un phénomène de concentration de la presse entre les mains de quelques-uns, une petite dizaine de milliardaires qui jouent au Monopoly avec nos chaînes de télé, avec nos médias de presse écrite, avec nos radios, et qui aujourd'hui est une grave atteinte à la liberté de la presse. Et je pense que ça va de pair, en fait, ces atteintes, ces poursuites Bayon, ces procès et ce système de concentration de la presse, ça révèle aussi un même état d'esprit en tout cas une même considération de ce que doit être la presse et la liberté de la presse dans ce pays. Et puis si on veut agrandir encore un petit peu le contexte, je pense qu'il y a aussi la question de que font les pouvoirs publics dans ce contexte-là. On a des attaques par des acteurs privés de la presse, et on pourrait attendre des pouvoirs publics qu'ils protègent justement cette liberté qui est un droit fondamental pour toute société démocratique. Et on le voit dans le cas qui est le vôtre à Reporters, les pouvoirs politiques ou les pouvoirs juridiques ne jouent pas leur rôle. Au contraire, ils contribuent à renforcer les attaques sur la liberté de la presse. Et on se situe dans un contexte général
générale de criminalisation des mouvements sociaux dont on a à rendre compte en tant que journaliste, et on se retrouve embarqué finalement dans cette criminalisation de notre travail de journaliste qui est extrêmement problématique et qui est la continuation finalement de cette criminalisation des mouvements sociaux qu'on voit depuis quelques années. Alors si on parle de criminalisation de mouvements sociaux, évidemment, on pense tout de suite aux Gilets jaunes, qui a été assez emblématique à ce niveau-là, puisque avec ces 8000 gardes à vue, 2000 procès, 1500 comparutions immédiates, 40% de peine de prison ferme, c'était un palier franchi dans la répression du mouvement social. Et puis, il y a tous les mouvements sociaux qu'on traite, nos médias, Politis, Basta, Reporter et tous les autres ici présents, que ce soit à Bure, à Briançon, tous ces militants qui essayent de mener des batailles pour justement les droits fondamentaux et qui se font malmener fortement par des attaques à la fois politiques, à la fois juridiques. Et puis avec un phénomène assez nouveau qu'on a documenté dans Politis, on a publié un dossier sur ce sujet, c'est l'attaque au porte-monnaie, des peines des militants qui étaient auparavant menés en garde à vue, qui avaient des peines symboliques, par exemple pour jet de projectiles ou pour ce genre d'action, se retrouvent aujourd'hui attaqués au porte-monnaie avec des peines pour 10 000 €, voire même on a lu le témoignage d'une personne qui participait à une manifestation qui s'est retrouvée avec 80 000 € de dommages et intérêts pour avoir jeté un pétard, ce qu'il conteste en plus, à proximité des forces de l'ordre. Donc vous imaginez bien que des personnes, des militants, des manifestants, des personnes qui mènent des actions pour défendre les droits fondamentaux et les causes qu'ils trouvent justes, se retrouvent avec 10 000 ou 80 000 € de dommages et intérêts. C'est une autre forme finalement de bâillon pour ces militants. Et c'est en tout cas nous, ce travail-là qu'on essaye de mener en tant que journaliste, d'aller documenter, parler de cette répression-là, et on se retrouve finalement embarqué du côté des gens qui pâtissent aussi de cette répression. Donc il y a ce double enjeu, à la fois de travailler à ce que la liberté de la presse dans toutes ses dimensions, que ce soit les poursuites bâillons, que ce soit les répressions, que ce soit la concentration de la presse, soit préservée, et puis plus globalement c'est quelque chose à combattre au niveau social de manière... on est dans un contexte général qui favorise tout ça et sur lequel nous on a à rendre compte en tant que journaliste, et toute entrave finalement à ce travail-là est une entrave à la liberté de la presse aussi. Merci beaucoup Agnès Rousseau, vraiment merci. Et 2 détails avant que je passe le micro à... Alors, 3 remarques. Donc, d'abord, à la table du fonds Politis sort sa nouvelle maquette cette semaine. Donc, Agnès Rousseau a eu la gentillesse d'amener un certain nombre de numéros que vous trouverez à la fin, avec d'ailleurs des articles de reporters, dont ceux qui sont concernés, et puis l'article de Reflet et l'article de Mediapart dont on va parler tout à l'heure. Donc, n'hésitez pas, c'est fait pour prendre à la sortie. Vous avez des places assises, ceux qui en ont marre d'être debout, vous avez des places assises là. Il ne faut pas être trop timide. Il y en a encore 2 là, il y en a 4 là, il y en a 1 là. Donc, n'hésitez pas. 3e remarque, merci à toutes et à tous les intervenants de respecter vos temps de parole. Et Lorraine, à toi. Merci beaucoup. J'en profite de dernière remarque pour vous rappeler, peut-être aussi pour celles et ceux qui sont arrivés au cours de la soirée, que vous avez normalement des petits papiers sur vos tables, et que si vous avez des questions, si toutes ces interventions ont suscité des interrogations, n'hésitez pas à les écrire dessus. On va bientôt passer, puisque nous arrivons dans l'avant-dernière partie de cette soirée, nous allons bientôt passer les récupérer pour recueillir vos paroles. On va poursuivre du coup, voilà, comme je le disais, dans une avant-dernière partie, un petit peu continuer cette recherche de sens commun, comme disait Daniel Schneiderman. Qu'est-ce qui se passe en fait qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui nous arrive à tous, et on va commencer avec Benoît Colomba. Bonsoir. Donc, vous êtes donc journaliste à Radio France. Vous avez fait beaucoup d'investigations. Vous connaissez bien tous ces questionnements qu'on a. Et donc, voilà, pour revenir un peu sur cette idée de criminalisation du travail journalistique qui prend de multiples formes. Oui, alors Daniel Schneiderman disait à l'instant, il se passe quelque chose, donc je vais essayer d'apporter ma modeste contribution pour essayer de définir cette chose. Je dirais que
une fois n'est pas coutume, pour reprendre le langage, le champ lexical de la police, tout ce que vous avez raconté ce soir, les poursuites contre les journalistes de Reporters, pour moi, s'inscrivent dans un cadre plus général. Ce sont comme des signaux faibles, ça c'est le langage policier, qui en fait sont très inquiétants et qui doivent entraîner une réaction très forte, une mobilisation très forte. C'est clairement une criminalisation du travail journalistique, une criminalisation du journalisme, ça a été dit très bien par Agnès Rousseau. Et encore une fois, ce ne sont pas des exemples isolés. On l'a vu par exemple avec des journalistes de Ouest France, du Maine Libre, ou une journaliste également d'une télévision locale, qui ont été, alors n'ont pas été poursuivis, mais ils ont été convoqués par des gendarmes parce qu'ils avaient couvert des opérations de décrochage de portrait présidentiel d'Emmanuel Macron. Et d'ailleurs, c'est assez intéressant, je parle de criminalisation, on a vu, ça a été documenté, et d'ailleurs y compris par Reporters, que des consignes ont été données aux gendarmeries pour saisir prioritairement, dans ces cas-là, le bureau de lutte antiterrorisme. Donc là aussi, il y a un glissement qui me semble très dangereux et qui va de pair avec une criminalisation de la critique du modèle agricole intensif ou du système économique global qu'on peut critiquer dans un cadre démocratique. Personnellement, il y a un an, j'avais fait une longue enquête sur la cellule Déméter, une cellule de gendarmerie qui a été mise en place, qui a été créée en décembre 2019 et qui officiellement est là pour protéger les agriculteurs victimes de violences, mais qui de fait se transforme finalement en machine à réprimer les associations qui critiquent le modèle agricole intensif, ou que sais-je. Des journalistes, d'ailleurs, se sont même retrouvés dans des situations délicates. J'avais interviewé une journaliste allemande qui avait fait une interview radio avec un agriculteur, une conversation somme toute banale, et qui, dans le cadre de la cellule Déméter, s'est retrouvée quelques heures plus tard à son hôtel où on a pris sa bande d'enregistrement qu'on lui a demandé d'effacer. Là aussi, on est dans une dérive vraiment très préoccupante. Et ce qui me semble important de dire, c'est que cette dérive, elle s'inscrit justement dans le cadre de dispositifs. Voilà, donc la cellule Déméter, c'est un dispositif qui aussi criminalise la simple critique, encore une fois, de ce modèle agricole. Même des actions considérées comme symboliques peuvent être réprimées, en tout cas entrer dans le champ de la cellule Déméter. Il y a eu des recours juridique, un recours devant le tribunal administratif d'association pour justement essayer de contester ce point-là. Le tribunal administratif a justement invalidé une partie des compétences de la cellule Déméter et le ministère de l'Intérieur et de l'Agriculture a fait appel. Un autre dispositif, parce que ça me semble encore une fois très éclairant, c'est par exemple la loi dite pour conforter les principes de la République. Alors là aussi, les mots sont toujours un peu piégés. Loi dite de lutte contre le séparatisme, où là aussi, des associations se retrouvent en difficulté parce qu'on va leur retirer des subventions ou un agrément, ou parce qu'elles vont considérer justement qu'elles font de la protestation, de la désobéissance civile, justement, et que donc du coup, elles vont se retrouver dans le collimateur de l'État. Donc, pour terminer, je dirais qu'il y a encore un étage supérieur finalement, ça a également été évoqué par Agnès Rousseau, c'est que ça s'inscrit aussi dans un cadre plus général qui est la composition capitalistique des médias. Et la plupart des exemples qu'on donne concernent prioritairement vraiment des médias qui, comme Reporters, qui ont des difficultés économiques à fonctionner et qui justement ont une ligne éditoriale qui n'est pas forcément celle des médias dominants. Et là aussi, il me semble qu'il y a un autre point qui est très problématique, c'est l'inaction, mais volontaire, de l'État pour ne pas changer ça. C'est-à-dire outre le fait qu'ils suppriment la redevance pour le service public, j'en sais quelque chose, mais en plus, ils ne vont absolument rien changer sur la réglementation, qui est complètement obsolète, la concentration énorme qu'ils mettent quelques médias dans les mains de quelques personnes, et ça, c'est un problème aussi. Et le fait que, par exemple, la majorité des aides publiques aillent, par exemple, au groupe détenu par Bernard Arnault, c'est un problème. Et il y a Ariel Halimi qui est dans la salle et le collectif Bolloré et d'autres militent justement, s'attaquent à cette question-là, le collectif Stop Bolloré. Et il me semble, pour finir là-dessus, que l'inaction, encore une fois, voulue de l'État, des pouvoirs publics sur ces questions-là,
sont comparables d'une certaine manière à l'inaction en matière climatique et qui ne peut aboutir qu'à une seule chose, la catastrophe. Et peut-être juste pour finir aussi, c'est effectivement à la fois des médias indépendants qui sont touchés et, comme vous le disiez aussi, des sujets, alors particulièrement les sujets de mouvements sociaux et environnementaux qui sont touchés par tous ces dispositifs que vous avez décrits. Non mais c'est ça, et je rebondis aussi sur ce qu'a dit Alexandre Faro tout à l'heure, l'importance des dispositifs mis en place. Encore une fois, qui pris isolément, on peut se dire, bon, finalement, ça n'est pas si grave, etc. Mais en fait, ça produit des effets. Et comme ça a été dit tout à l'heure, on peut dire, oui, mais bon, finalement, les journalistes, ils gagnent à la fin. Oui, mais à quel prix ? Et deuxièmement, par rapport à ce que disait Alexandre Faro, je me souviens d'une réflexion qui m'avait été faite par un membre d'une association, justement, poursuivi, qui avait reçu la visite à son domicile de gendarme parce qu'il avait organisé une visite, il avait organisé une réunion publique autour de la question des pesticides, où il y avait également le vice-président de France Nature Environnement qui lui aussi s'était retrouvé avec des gendarmes à son domicile parce qu'il avait été interviewé dans un reportage à la télévision où il critiquait une production intensive hors sol de tomates, et on lui avait reproché une violation de domicile parce que soi-disant il était au domicile de l'agriculteur concerné, ce qui n'était pas du tout le cas. Mais une des personnes que j'avais interviewée m'avait dit, en fait, avec la cellule Déméter, c'est un peu comme si on avait un képi dans la tête. Et c'est ça que ça veut provoquer, en fait, l'effet voulu. C'est ça, c'est mettre un képi dans la tête des gens, des militants et des journalistes. Donc ça, il ne faut pas que ça puisse se produire. Merci beaucoup, Benoît Colomba. Ça me fait penser aussi, parce que, bref, dans l'histoire de Reporter, on a eu aussi affaire à Notre-Dame-des-Landes, une de nos journalistes qui a été blessée par une grenade lacrymogène, même pas lacrymogène, bref. Et donc, c'était aussi une autre forme, effectivement, après coup, on se pose la question, quand on va couvrir ce genre de manifestation, dans quel état on va rentrer. Mais bref, pour poursuivre, je prends mon petit papier, voilà, pour pas oublier de personne. On va continuer donc avec Emmanuel Vire. Il doit être quelque part voilà. Voilà, qui est donc, alors j'allais dire secrétaire général du SNJ-CGT. Bonsoir. Voilà, pour continuer à décrypter Bonsoir. un peu ces dispositifs. Alors je ne suis Benoît. pas seul parce qu'il y a 2 syndicats qui sont très impliqués sur la question du maintien de l'ordre et comment ça se passe avec les journalistes. C'est donc le SNJ-CGT dont je suis le secrétaire général et le SNJ. Vous avez Azilise Lebert qui est à côté de moi. Bonsoir, et merci beaucoup d'être aussi parmi nous. Mais de rien. Voilà. Merci. Et donc du coup voilà, l'idée c'était un petit peu avec vous de décrypter notamment alors le schéma national de maintien de l'ordre, j'avais noté pour pas me tromper, en tout cas tous ces dispositifs qui viennent encore plus entraver le travail de la presse. On va le faire à 2 voix alors, on n'avait pas prévu mais on va bien caler. Je vois Arié qui est devant moi. Non, parce que ce qui est intéressant dans cette histoire, on parlait de mouvement social, etc. Il y a un peu plus de 2 ans naissait le collectif Stop Loi Sécurité Globale, qui était en fait qui comportait deux volets de protestation. La loi Sécurité Globale et particulièrement son article 24, celui qu'ont retenu les gens, mais il y en avait beaucoup d'autres qui étaient menaçants et liberticides, donc qui voulaient empêcher de filmer. Tu peux juste rappeler l'article 24 voulait empêcher les gens et les journalistes de filmer les forces de l'ordre en manifestation. Grosse mobilisation, et pour un autre thème aussi, donc, qui avait eu lieu au même moment, qui est un peu passé sous les radars, mais pas du collectif Stop Loi Sécurité Globale, la réécriture sans aucune concertation du schéma national de maintien de l'ordre, qui régit en fait les forces de l'ordre, les relations avec les manifestants et les journalistes aussi. Et il se trouve que ce schéma national de maintien de l'ordre avait été écrit d'une façon qui ne permettait plus aux journalistes de faire leur boulot dans les manifs, déclarés ou non. Et c'est ce qui nous a mené à faire une belle lutte, d'ailleurs, contre le préfet Lallemand. Je regarde Arié avec un grand sourire, puisqu'on était allé jusqu'au tribunal administratif pour pouvoir tenir une immense manifestation qui s'était tenue le 28 novembre à Paris, 2020. Pour pouvoir la faire, l'Allemand l'avait interdite. Et on était allé devant le tribunal administratif. Résultat, on a gagné. Je te laisse, tu vas expliquer comment on a gagné sur le schéma national de maintien de l'ordre. Ouais, J'ai un vague souvenir effectivement d'une suée la veille de la manifestation où des milliers de personnes étaient attendues à Paris et où il a fallu effectivement aller une nouvelle fois avec des avocats en référé, expliquer et défendre le droit de manifester, le droit d'informer, etc.
Donc sur le schéma national du maintien de l'ordre, je ne sais même plus si on l'a fait tomber par les deux par le Conseil d'État. Par le Conseil d'État d'un côté. Les deux syndicats de journalistes ont attaqué devant le Conseil d'État. Et donc il a fallu ensuite aller rebagarrer au niveau du ministère pour pouvoir essayer d'avoir un dialogue qui se refasse, alors que entre le ministère et les représentants de journalistes. Et la bagarre continue en fait, parce qu'il y a eu une commission de la rue depuis avec des mois de travail où on a essayé d'expliquer tout simplement qu'un journaliste, il est là pour raconter ce qui se passe avant, pendant, après, qu'il arrive quand il veut et qu'il part quand il veut. On nous invente... était évoqué à l'instant la question du képi dans la tête. Il est posé la question systématiquement par le ministère de « mais qui est journaliste en fait ?» Et c'est un peu la chasse à qui est journaliste et comment on fait nous. Et en fait, ça a suscité des débats. Nous, on arrive en disant « nous, on est là pour informer, on est là pour faire notre travail ». Il y a effectivement une carte de presse qui justifie de l'état salarié d'un journaliste en France. Voilà, c'est la loi française, c'est comme ça. Mais au-delà de ça, on n'a pas d'informations à vous donner plus que ça. Et ils veulent absolument réussir à... On est passé par les propositions les plus tordues, avec des autodéclarations de journalistes qui diraient qu'ils sont là pour faire un reportage dans le cadre de tel média, etc. Enfin, on est passé par tout et n'importe quoi, en fait, et ils reviennent à chaque fois sur le tapis avec ces histoires de déclaration de journalistes. Un journaliste aurait à se déclarer au travail, en fait, alors que... Et pour poursuivre, ce qui est dingue, c'est qu'on a gagné au final. Les syndicats de journalistes ont gagné sur la partie journaliste du schéma national de maintien dans l'ordre. On a gagné au Conseil d'État au printemps 2021. On a gagné sur 3 thématiques qui étaient très importantes. C'est-à-dire que le journaliste doit pouvoir se déplacer librement dans toute manifestation, qu'elle soit déclarée ou non. Le journaliste peut porter des équipements de protection, ce qu'on ne voulait pas. Le journaliste peut rester s'il y a un ordre de dispersion. Donc en plus, je vois les dates. On a gagné. Il a été réécrit en décembre 2021. On avait sorti un communiqué, je crois, ensemble, où on disait la lutte paix, justement, on savait bien que sur le reste, on n'avait pas gagné, sur les citoyens, les mesures liberticides. Mais sur les journalistes, on revenait un peu. Et c'est pile au moment, en gros, où ce qui t'arrive, Grégoire, et moi, ce qui me rend dingue, c'est qu'on a un comité de liaison maintenant qui a été institué par cette réécriture du schéma national maintien de l'ordre et tout, qui se tient chaque mois avec le ministère de l'Intérieur. Dans l'histoire de Grégoire, il y a juste un truc qui ne va pas. C'est-à-dire que les gendarmes, ils voient Grégoire arriver, présentation de la carte de presse, etc. Il part. Il n'y a pas... Ça ne doit jamais aller chez le procureur. Nous, c'est ce qu'on nous dit en comité de liaison. Donc là, évidemment, on a fait remonter son cas, etc. Mais on n'est pas surpris, évidemment. On s'attendait quand même à ce que ça ne marche pas. Ce qu'on observe, et je m'arrête là, dans les grandes manifs, je parle des manifs parisiennes, où, comme vous savez, il y avait aussi beaucoup de difficultés de maintien de l'ordre et de travail journaliste. Par la réécriture du schéma national de maintien de l'ordre, on arrive à caler maintenant, ça va, on a des référents au ministère de l'Intérieur et tout, bon, ça va. Mais dès que c'est des manifs non déclarés, liés en particulier à l'écologie, liés à des petits médias, etc., c'est toujours pareil. Et c'est là où on a les problèmes. Voilà. Et donc, maintenant, c'est vrai que, et je regarde de nouveau Arié pour terminer, on est toujours, maintenant on est passé à Stop Bolloré. Nous, évidemment, en tant qu'SNJ-CGT, on voit de grandes similitudes dans ce que peut faire l'État contre le travail des journalistes et ce que font les capitalistes sur le travail des journalistes. On a appelé ça journalisme sous contrainte. On a l'impression d'être pris entre deux étaux, à la fois l'État et les milliardaires qui possèdent la presse. Voilà. Et c'est pour ça qu'on est très fiers d'être ici parmi nous, très fiers de soutenir Reporter, très fiers de soutenir Grégoire, très fiers de soutenir Alex Reza. Voilà, merci. Merci. Est-ce que Aziz voulait rajouter quelque chose? Oui, juste par rapport justement au travail journalistique, je souligne forcément le travail de Reporter, mais aussi la façon dont Grégoire aujourd'hui est soutenu par la rédaction et par Reporter, parce qu'il faut savoir effectivement qu'il est salarié à la pige, que ce n'est pas un statut, c'est juste un mode de paiement, qu'on défend ces journalistes-là, qu'ils sont en CDI auprès de leurs employeurs, qu'ils doivent pouvoir bénéficier des mêmes protections qu'un salarié mensualisé, que ce n'est pas le cas, hélas, partout les employeurs.
Donc quand on a des situations comme ça de difficultés sur des manifestations, sur l'exercice du droit de la presse, etc., il y a heureusement des médias comme Reporters qui tiennent bon et qui tiennent bon avec leurs journalistes. Il y a parfois des journalistes qui sont lâchés par leur direction, dont les directions refusent de reconnaître le lien de subordination, refusent de payer les procès. Et ça coûte excessivement cher. Donc nous, il faut qu'on monte au créneau aussi en tant que syndicat. Donc c'est pareil, c'est des sommes et des sommes. Donc il faut être extrêmement vigilant là-dessus aussi, en fait. C'est-à-dire que la précarisation du métier est aussi finalement en train de creuser ce danger-là. Merci beaucoup à vous deux d'être venus, en plus à deux. Je récupère. Et pour finir, je vais proposer à Ari Halimi de venir prendre le micro. Merci beaucoup. Merci. Bonsoir. Donc, Ari, vous êtes avocat et membre de la Ligue des droits de l'homme. Vous êtes aussi beaucoup, justement, on parlait de la concentration des médias, Bolloré, etc. Et donc, voilà, vous vouliez aussi nous parler, notamment, si on continue dans tous ces dispositifs, aussi de la loi sécurité globale et de tout ce qui va autour et qui aussi continue à rendre difficile le travail journalistique et d'information. Oui, je pense qu'il faut avoir une vision assez globale de ce qui est en train de se dérouler. Mais d'abord faire peut-être le lien entre l'information et notamment sur les mobilisations en matière d'écologie. Et, sauf erreur de ma part, je crois qu'il n'y a pas eu de répression aussi intense que dans les manifestations en matière écologique. Je pense notamment en 1977 à Cress-Malville, Super Phoenix, et la mort de Vital Michalon avec une grenade offensive. Je pense bien évidemment en 2014 avec Rémi Fraisse sur Sivins, toujours une grenade offensive. Et évidemment, on songe immédiatement à quelque chose d'un peu militaire, parce qu'on parle d'armes militaires, et on pense aussi que peut-être qu'il y a à ce moment-là, dans ce lien entre l'information et les luttes en matière écologique, quelque chose d'important. Peut-être qu'il y a des intérêts convergents entre l'entreprise et l'État, puisqu'on va venir à un moment donné, forcément avec le péril climatique, à un moment où on va devoir se poser la question de soit on change de système, soit le système va devenir encore plus répressif et les libertés vont devoir être restreintes par le système pour permettre la continuation finalement de cette répression. Et c'est pas anodin parce que je crois qu'on est vraiment dans un champ de bataille. Et peut-être que je vais me permettre d'utiliser cette métaphore militaire, mais si je me le permets, c'est parce que elle est utilisée avec les armes dans le cadre des mobilisations. Et cette métaphore militaire, elle implique peut-être plusieurs fronts, plusieurs belligérants, et qui ne se concertent pas forcément, mais qui ont des intérêts communs. Je pense bien évidemment à l'entreprise, au monde de l'entreprise, et je pense également à l'État. D'ailleurs, ce sont des schémas récurrents qui sont venus depuis tout à l'heure avec les intervenants. D'abord, l'entreprise qui a pour vocation, évidemment, de s'approprier ou de réprimer l'information et les médias. Évidemment, on a parlé de la concentration des médias tout à l'heure. Avec l'appropriation capitalistique des médias et de l'information, évidemment Bolloré, évidemment Drahi, Reward et d'autres encore. Et quand on ne peut pas s'approprier l'information, on va réprimer. On réprime comment ? En poursuivant. Et c'est la raison pour laquelle d'ailleurs il y a autant d'avocats dans une réunion sur la liberté d'information. C'est qu'on a besoin de se défendre quand on est journaliste et médias aujourd'hui. On se défend parce qu'il y a évidemment des procédures bâillons. On pense évidemment aux poursuites contre Mediapart, contre Reflet, qui visent à... alors on nous disait tout à l'heure, Daniel Schneiderman nous disait tout à l'heure, bon à la fin on gagne. Oui, mais pendant ce temps, qu'est-ce qu'on fait ? On perd son énergie que l'on pourrait passer à informer et à faire de l'investigation dans des procédures judiciaires. Et c'est là l'objectif principal de cette répression. Et puis, évidemment, vous avez, lorsque ce n'est pas le monde de l'entreprise, eh bien vous avez l'État. L'État qui, de la même manière, utilise les deux techniques, l'appropriation ou bien la répression. L'appropriation, comment ? Eh bien, il va essayer de mettre de son côté les journalistes ou les médias. Tout à l'heure, Emmanuel Vire nous parlait de la loi sécurité globale. Le schéma national du maintien de l'ordre qui visait à dire à des journalistes « vous devez vous accréditer en maintien de l'ordre », c'est une façon de dire « vous, journalistes, vous allez voir notre vision et vous n'allez pouvoir informer et montrer que ce que l'on veut que vous montriez quand on est l'État ».
quand on les empêche, lorsqu'on distingue les journalistes qui ont une carte et ceux qui n'ont pas de carte, en faisant des distinctions et des sélections au sein des journalistes, là aussi, on décide de s'approprier la vision des journalistes, et c'est cette appropriation dont il est question, et dans le schéma national du maintien de l'ordre, mais également avec la loi sécurité globale, le fameux article 24, et qui avait pour vocation d'empêcher de filmer les fonctionnaires de police. La répression, évidemment, par l'État, on la voit sur deux plans différents. D'abord, la répression judiciaire, puisqu'il y a de plus en plus de journalistes qui sont poursuivis, et pas uniquement en matière de loi de 1881 sur la liberté de la presse. On utilise d'autres techniques, les outrages, et d'autres textes du code pénal qui sont beaucoup plus compliqués, répressifs et beaucoup moins protecteurs des journalistes. Et donc on les envoie devant le tribunal, là aussi, on les réprime. Et puis il y a évidemment une autre type de répression qui est la répression sur le terrain, puisqu'il y a des journalistes qui sont frappés, qui subissent des violences. Je songe à des journalistes que je vois ici qui, dans le maintien de l'ordre, ont reçu des grenades, qui ont été frappés à coups de matraque, notamment pendant le mouvement des Gilets jaunes, mais bien après le mouvement des Gilets jaunes. C'est quelque chose qui se multiplie. Il y a eu des poursuites faites par RSF, justement sur ces violences qui se multiplient par les forces de l'ordre. On voit un schéma général. Qui se dessine. Et ce schéma général, il a pour vocation, pour terminer, à finalement restreindre la démocratie. Restreindre les libertés. Parce que l'information, on le sait, c'est la condition de possibilité de la démocratie et des libertés. Et à partir du moment où on réprime, où on opprime, et on s'approprie l'information, eh bien, on peut restreindre la démocratie vu au regard des enjeux climatiques qui nous attendent prochainement. Pour finir, la seule manière de lutter contre ça, oui, il y en a plusieurs, mais la principale, c'est les journalistes eux-mêmes qui la détiennent. Les médias eux-mêmes qui la détiennent, parce qu'ils ont ce pouvoir de diffuser et d'informer sur les attaques contre les journalistes, et il faut le faire, je pense, beaucoup plus encore. Merci beaucoup pour cette dernière intervention. Je vais repasser la parole à Hervé, mais en fait, surtout, on va vous passer la parole à vous, puisque je crois que Lauriane a procédé à un dépouillement des questions. Voilà, et donc on va prendre quelques-unes des questions pour toutes les personnes qui étaient présentes ce soir. Bonsoir, si quelqu'un n'a pas eu le temps de me donner sa question, il est toujours temps de la faire remonter. Voilà, on fait ça pour que ce soit plus efficace et surtout qu'il y ait une égalité de prise de parole, parce que c'est un peu souvent les mêmes qui parlent. Alors, il y a une question intéressante pour Grégoire. Oui, tu es là. Donc, tu es pigiste comme un tiers des journalistes encartés aujourd'hui dans la profession. La personne aimerait savoir, est-ce que c'est plus dur quand on est pigiste d'être confronté à ce genre de procédure? Et plus largement, est-ce que la précarité grandissante des pigistes, avec la sous-rémunération, etc., renforcerait peut-être l'autocensure ou la censure tout court? Alors, c'est plus dur quand on est pigiste précaire. Heureusement, c'est pas une prédestination d'être pigiste et précaire. C'est même un choix, c'est le mien, de vivre et travailler en Aveyron et de travailler pour plusieurs médias locaux ou nationaux. En fait, ce qui est difficile, c'est quand on est seul et quand on est pigiste isolé. Et là, je salue les camarades de l'association Profession Pigiste qui, comme le SNJ-CGT, comme Reporter, m'ont apporté un immédiat soutien. Mais aussi les collègues qui travaillent comme moi, pigistes, en zone rurale. En fait, l'important, c'est de ne pas être seul. Jamais se sentir isolé et tout seul face à ça, et tout de suite pouvoir être entouré. Et le fait d'avoir une réaction immédiate de Reporter et d'Hervé qui me dit « on te soutient », dès la première convocation, en fait, voilà, c'est ça qui permet de tenir et de se dire que bon là, moi je suis plutôt serein sur ce qui se passe. Je le serais certainement beaucoup moins si jamais ça avait été tout seul que j'aurais fait faire face à ça, avec un média qui me disait ouais, je sais pas si on te soutient, tu sais, journalisme. Il y en a des médias qui hésitent à ça. À Reporter, il n'y a pas eu une seule hésitation, et c'est ça qui fait qu'aujourd'hui on se sent fort et qu'on peut aujourd'hui dire abandonner les poursuites parce que nous sommes nombreux, nous sommes forts et on va gagner. Merci. Est-ce que quelqu'un d'autre? Hervé? Une autre question plutôt juridique. Que dit le droit sur la possibilité pour un journaliste de commettre des actions illégales? Bon, bah là, pénétrer sur le tarmac dans un aéroport, et peut-être pour couvrir elle-même des actions illégales.
Bon, en fait, c'est assez simple. Il y a des arrêts de la CEDH, Cour européenne des droits de l'homme, qui traitent de la question. Et il y a un mot, d'ailleurs, c'est le journalisme responsable. C'est-à-dire ça a été théorisé au niveau de la CEDH. Journaliste responsable, ça va assez loin. C'est-à-dire qu'ils se sont posé la question, par exemple, du secret des sources. C'est-à-dire que si vous allez faire des manœuvres pour récupérer des documents de manière illégale, c'est soumis à un contrôle de proportionnalité par le juge. Le juge va regarder dans quelles conditions vous l'avez fait, si vous les avez achetés, si c'est respectueux de la loi, mettre en balance, si vous voulez, deux intérêts. Après, la question que vous posez n'a jamais été tranchée techniquement en tant que telle, quoi. Par exemple, dans le cas d'Alexandre Reza Kokabi, on va nous opposer la sécurité, c'est-à-dire que c'est une règle de sécurité qui empêche de rentrer sur les pistes d'un aéroport. Donc on va lui dire, ok, très bien, votre but est certainement légitime, mais ça n'empêche, vous n'aviez pas le droit de rentrer, même pour couvrir une information, parce que c'était pour garantir votre propre sécurité. Donc c'est là où il va y avoir un débat intéressant. Il n'y a pas d'immunité, on est bien d'accord. Il n'y a pas d'immunité journalistique, ça n'existe pas. Il n'y a aucune règle qui dit, voilà, un journaliste peut faire ce qu'il veut et enfreindre la loi. Donc c'est sous votre responsabilité, c'est-à-dire que c'est vous qui prenez ce risque-là. Mais il y a ensuite un contrôle de proportionnalité qui est fait par le juge, quoi. Voilà. Restez Au cas là, par cas. Je reste là. J'ai une autre question intéressante sur la différence entre complicité d'un acte juridiquement répréhensible et couverture d'une action militante. Et la personne dit, la différence ne tient-elle pas dans l'aspect, dans la qualité d'intérêt général de l'information? Et si oui, comment on fait valoir l'intérêt général d'une information pour ensuite aller la couvrir et pas être attaqué derrière? Alors, l'intérêt général, ça, c'est très bien couvert par la CEDH. C'est-à-dire que, c'est ce que je vous disais, oui, la Cour européenne des droits de l'homme, puisque c'est aussi la Convention, mais c'est la Cour européenne des droits de l'homme, qui a rendu, autant je vous le disais en préliminaire, il y a très peu de décisions qui concernent la liberté d'informer des journalistes au niveau de la CEDH. Très peu de décisions. Beaucoup de décisions, par contre, sur ce qu'on appelle la désobéissance civile. Donc, tout ça, ça a été balisé. L'intérêt général, il est apprécié de manière assez large par les juges, si vous voulez. Si vous faites un contentieux climatique ou contre les OGM, ça fait évidemment partie de l'intérêt général. Ça ne sera pas discuté devant un tribunal. On ne va pas avoir un débat de 2 heures pour savoir si ça, c'est l'intérêt général ou pas. C'est l'intérêt général. Tout débat de société, tout débat qui intéresse la presse est un débat d'intérêt général. Voilà, on peut le dire de manière assez claire, quoi. Merci. J'ai une autre question et une remarque d'une journaliste grecque qui s'étonne qu'on s'étonne de la situation, de ce qui est en train de se passer en France. Elle dit que c'est depuis longtemps le cas dans d'autres pays européens et la Grèce aurait été un laboratoire pour ces politiques de répression. Et donc il y a deux personnes, donc c'est deux questions qui se rejoignent. Est-ce qu'il y a une politique de répression européenne qui est sous-jacente à ces affaires, derrière une apparente volonté de défendre la liberté de la presse? Qui veut s'y coller? Ne vous précipitez pas. Est-ce que c'est européen? Est-ce que le SNJ, peut-être, c'est? Ou le SNJ CGT? Dominique Pradalier, qui est secrétaire du SNJ, présidente. Bah alors voilà. Bah, viens. Merci. Donc la question au niveau européen. C'est au titre de présidente de la Fédération internationale des journalistes que je suis là. Il n'y a pas de circulaire européenne. C'est chaque pays qui, depuis que la France, patrie des droits de l'homme, est devenue la patrie de la Déclaration des droits de l'homme, maintenant. Chaque pays a imité la répression qui se fait en France, tout simplement. Et donc, peut-être la Grèce est passée devant, mais de mon point de vue, c'est plutôt la France qui est passée devant. Et pour répondre à la question que Daniel Schneiderman se posait, c'est pas un contexte, ce sont des lois. La loi secret des affaires, c'est la loi secret des affaires. Qui est la transposition. Ce sont des lois qui sont passées les unes après les autres depuis la loi renseignement,
qu'on a un petit peu oublié, mais contre laquelle on est en recours devant la Cour européenne des droits de l'homme. Ce sont des lois les unes après les autres. On a été contraint d'aller une dizaine de fois devant le Conseil d'État en quelques années, ces dernières années. Et donc, je pense qu'il est essentiel, effectivement, que la profession prenne conscience que ce n'est pas du tout des cas isolés, c'est un système. Et le système, ce n'est pas pour gagner les procès. La procédure, c'est la punition. La procédure, c'est la punition. Peu importe le résultat. Benoît Colomba a été assez modeste pour ne pas dire que ça lui a pris 13 ans. 13 ans, Benoît. Et avec l'aide de Radio France, peut-être pas tout à fait au début, mais enfin bon, 13 ans. Denis Robert, avant lui, c'était 10 ans. La procédure, c'est la punition. Donc il y a plusieurs choses à faire de mon point de vue. La première, c'est d'avoir une proposition de loi qui punisse beaucoup plus les abus des atteintes contre le droit à la liberté de la presse, et on compte sur les avocats pour nous mettre un texte. Et la deuxième, au niveau européen, même si c'est pas très contraignant, mais qui est en train en ce moment de se pencher sur l'affaire, d'essayer là aussi que ça passe au niveau européen et qu'il y ait toute une série de dispositifs qui permettent aux journalistes de se battre contre les lois Bayon, c'est-à-dire que le fait qu'un journaliste soit accusé à tort ne puisse pas progresser en justice, comme on le dit. Merci. Dominique Pradalier. Alors, une question qui nous éloigne peut-être un peu, mais peut-être pas tant que ça, mais je la prends quand même. Si l'affaire Julian Assange avait été mieux défendue par d'autres journalistes, il n'y aurait... Alors, quelle est la question ? J'ai pas fini. Peut-être, il n'y aurait peut-être pas eu d'affaire Grégoire Souchet, et le cas Julian Assange est revenu 2 fois. Voilà. Qui veut est-ce que répondre quelqu'un a envie de parler parmi les intervenants ? Dominique, vous voulez revenir ? Est-ce que vous voulez venir Bah si, parce qu'on vous entend pas. Je pense qu'on participe aussi à ce système. Moi, je voudrais simplement dire, je ne suis pas journaliste, mais je manifeste, et je voudrais simplement dire que ce que vous dénoncez, ça touche toute la population. Là, effectivement, le journalisme est touché aujourd'hui et c'est infect, mais en même temps, j'ai envie de dire, ça touche toute la population. Il y a des lois scélérates qui sont en train de tomber contre les sans-papiers, contre les chômeurs, contre les personnes âgées, pas les squatteurs, les personnes qui essayent de s'héberger. Enfin, c'est un scandale ce qui se passe. Enfin, moi, je suis effarée et c'est vrai, j'aimerais bien entendre les journalistes dénoncer ça. Merci. Merci. On va prendre encore deux questions. La première question, c'est sur Bure, donc le futur centre d'enfouissement de déchets nucléaires dans la Meuse. Éventuel, potentiel, je ne sais pas comment tu veux le décrire. Est-ce que des incidents analogues se sont-ils produits autour de Bure ? Donc j'imagine des pressions sur les journalistes, etc. Hervé, est-ce que c'est arrivé ? Est-ce que tu veux répondre ? Je réfléchis parce qu'on a tellement suivi l'affaire de Bure et de Cigéo. Donc, il y a eu une procédure judiciaire tout à fait extraordinaire sous le chef d'association de malfaiteurs qui a été menée à l'encontre de militants qui ont été accusés d'un certain nombre de faits et de délits qui se sont révélés inexacts. Enfin, ils n'étaient pas coupables des délits qu'on leur reprochait, en tout cas du chef d'association de malfaiteurs où ils ont été relaxés. Mais de mémoire, je ne vois pas qu'il y ait eu des journalistes, mais je parle sous le contrôle de je ne sais pas qui, qu'il y ait eu des journalistes qui étaient impliqués. Je ne sais pas si Gaspard d'Alins, tu as une idée là-dessus? Est-ce que je raconte pas de bêtises? Donc ça a été très très dur pour les militants, mais en tant que journaliste, on n'a pas été trop gênés. Moi, j'y étais 1 ou 2 fois, les relations étaient à peu près correctes. En tant que journaliste. Mais est-ce que... Alors, un avocat, Étienne Ambroselli, alors on va donner la précision, allez-y.
c'est un des avocats qui a été, donc son matériel, son ordinateur a été saisi. Tout ça a été récupéré par la police. Et je crois que, je ne sais pas s'il a eu le chef d'inculpation de l'association des malfaiteurs, mais en tout cas, on a saisi son matériel, quoi. Absolument exact. Et les avocats s'étaient mobilisés comme aujourd'hui les journalistes se mobilisent pour Grégoire Souchet et d'autres journalistes. Gaspard, qui a été à Bure. Oui. Est-ce qu'il y a des journalistes qui ont été concernés? C'est ça la question. Oui, alors en tout cas des gens dans leur pratique du journalisme, c'est-à-dire que moi, avant de travailler par exemple à Reporter et d'avoir une carte de journaliste, je faisais des livres à Bure et j'enquêtais aussi à Bure tout en étant engagé sur ces questions-là. Et c'est vrai que en tant que militant, il y a eu une répression massive, comme tu l'as raconté, avec l'association de malfaiteurs, mais aussi beaucoup de gens qui essayaient de documenter cette lutte, parce que c'est une lutte qui est peu connue quand même, qui se passe au fin fond de l'Est de la France, sur un projet qui est aussi peu connu. Et ben, ces gens-là ont aussi été criminalisés, et je pense que c'est important, comme le rappelait Madame dans sa question, enfin dans sa remarque, de voir que c'est un mouvement similaire qui frappe à la fois les militants et les militantes engagés sur les questions écologiques et aussi les journalistes. C'est en fait ce qui nous frappe aujourd'hui en tant que journalistes, c'est l'écume d'un mouvement bien plus vaste et d'une tempête en fait qui va nous frapper et qui va nous frapper dans les années à venir en fait face aux dérives autoritaires en fait du pouvoir et qu'on le vit tous et toutes en fait. Et ça c'est très important. Et donc moi en tant que journaliste mais alors militant, là je n'avais pas de carte etc. J'ai vécu une perquisition, on m'a pris mon ordinateur, j'ai eu une balise sous ma voiture pendant 6 mois et des écoutes téléphoniques pendant 2 mois et je ne faisais pas, contrairement peut-être à ce qui s'est dit là, de frontière entre l'engagement et le militantisme. Et ça, c'est une question qu'il faut aussi qu'en tant que journaliste, peut-être on se pose face à ce qui arrive et face au mur à la fois écologique, le mur autoritaire qu'on va peut-être affronter dans les prochains mois et années. Merci. D'autres questions? On va prendre une dernière question qui est un peu technique, mais les avocats vont sans doute y répondre. Est-ce que la loi sur le secret des affaires est passée, entrée en vigueur, ou est-ce que ça en est? Qui peut nous faire le point? Alexandre? Oui, mais il y a quelqu'un qui se pose la question. Donc, est-ce que vous voulez revenir faire le point? Alors, Allez, c'est parti. point sur la loi secret des affaires. Non, mais rapidement. Le micro. Je peux dire simplement que les avocats des grands patrons, dès que la loi a été promulguée, leur lobbying ayant marché à fond, je rappelle qu'on était une 50aine d'organisations à nous opposer, qu'on a eu 300 000 signatures d'une pétition en 15 jours contre la loi, qu'on a dû bloquer le pont de la Concorde, et que malgré tout, cette loi est passée parce que tout passe actuellement. Cette loi est en vigueur. Les avocats des grands patrons donc, se sont un peu tournés dans tous les sens pour essayer de trouver une idée. Maintenant, ils l'ont trouvée. Ils vont au tribunal de commerce. Les tribunaux de commerce devraient se déclarer non compétents pour tout ce qui concerne les affaires de presse. Ils devraient le faire. Ils ne le font pas. Et c'est pour ça que la loi secret des affaires maintenant marche de 2 façons. La première, c'est en prévention contre les journalistes, car chaque entreprise a le droit de décider ce qui est son secret. J'ai entendu un avocat à la cour de Versailles l'autre jour, quand nous étions avec Antoine Champagne, dire « Vous vous rendez compte, ils ont rendu public l'organigramme !» Ah bah dites donc, comme secret des affaires, un organigramme. Mais ça va jusque-là. C'est-à-dire que chacun ayant le droit de dire « Mon secret, c'est mon secret, je le veux », cette loi est en train de contaminer absolument tous nos interlocuteurs les uns après les autres si nous ne faisons pas attention. Merci. Merci Dominique Pradalier. On n'a plus de questions et donc on voulait quand même conclure sur une vision un peu plus optimiste des choses. Enfin, Julie Acagé m'a promis, je viendrai et je dirai qu'est-ce qu'on pourrait faire pour ne pas sombrer totalement dans le désespoir. Ou alors, on n'est pas dans le désespoir puisqu'on se bagarre, mais on va ouvrir quand même quelques perspectives pour conclure. Oui, je vais essayer. Merci beaucoup. Moi, je tiens à dire que je viens ici très très modestement parce que j'ai eu beau y mettre énormément d'efforts et d'énergie, j'ai jamais été condamné, ni même attaqué par Bolloré. On me le demande
régulièrement d'être toujours pas un procès. Je dis non. Donc je vais mettre un peu plus d'efforts dans les années à venir. Je voudrais juste revenir avant de passer à l'optimisme. D'habitude, on a la discussion inverse avec Daniel Steinerman. J'ai l'impression que tu me trouves plutôt trop optimiste à penser qu'en créant des associations, on peut changer les choses, faire bouger la loi, etc. Et là, c'est plutôt moi aujourd'hui qui t'ai trouvé un peu trop optimiste. Tout à l'heure, Dominique Pradalier disait que la procédure, c'est la sanction, mais c'est pire que ça. La procédure, c'est l'autocensure. Là, aujourd'hui, on se fait plaisir entre nous, même si on préférait ne pas être là, en se disant, ben voilà, il y a un effet stressant, il y a de la mobilisation, tout le monde est là pour Reporters, mais il faut quand même voir tout ce qui n'est pas publié. Déjà, tout ce qui n'est pas là, c'est-à-dire tous les gens qui ne l'ont pas vu passer, pour qui c'est même pas sous le radar et qui sont pas là pour défendre ce qui est en train de se passer, mais tout ce qui n'est pas publié. Vous rappeliez tout à l'heure les chiffres sur les pigistes. Aujourd'hui, quand vous parlez à des gens qui ont 20 ans, 25 ans, qui sont pigistes, en fait, ils vous le disent. Le problème, c'est l'autocensure. Ils s'autocensurent même pas parce qu'ils se disent qu'ils vont être attaqués en justice, mais parce qu'ils se disent que les journaux et les magazines auxquels ils vont proposer leurs articles ne vont pas les publier. On a des enquêtes qui ne sont pas faites parce qu'on a peur que ces enquêtes ne soient pas publiées. Je vais donner un exemple. C'est anecdotique, mais ça m'a beaucoup frappé sur une tribune collective que j'ai écrite la semaine dernière dans le Guardian. C'était pas révolutionnaire, c'était plutôt une tribune d'économistes écrite de manière très économiste sur la différence entre des parts de marché et des parts d'attention. Alors c'était sur un sujet qui nous intéresse puisque c'était sur la fusion entre Vivendi et Lagardère. J'ai eu une semaine de discussion littéralement avec le Guardian dont les juristes vérifiaient mot après mot chaque mot de la tribune parce qu'ils avaient peur d'être attaqués par Vincent Bolloré en diffamation. Et là on parle du Guardian. C'est-à-dire d'un journal qui a quand même des assises financières pour se défendre au cas où. Ils sont allés négocier mot après mot une tribune d'universitaires. Donc c'est-à-dire qu'il faut voir quand même tout ce qui n'est pas publié, tout ce qui ne sera pas publié. Pourquoi c'est pas publié non plus? Alors, je vous avais dit que je vais finir optimiste, hein, je vous promets Hervé. Je vous ai pas menti, je vous ai dit que je venais pour faire un truc de positif. Mais pourquoi c'est pas publié aussi? Parce qu'on a moins de journalistes aujourd'hui qu'il y a 10 ans. On a moins de journalistes aujourd'hui qu'il y a 20 ans. Tout à l'heure, on évoquait la complexification de la société, le fait que c'est pas facile. L'écologie, c'est quoi ces nouveaux OGM, par exemple, dont vous parlez? On devrait avoir aujourd'hui, en part de la population active, beaucoup plus de journalistes qu'on en avait il y a 10, 15 ou 20 ans. On en a moins. Pourquoi? Parce qu'on a une concentration croissante du secteur des médias, parce qu'on a une réduction des coûts, parce qu'on a des nouveaux actionnaires comme Reworld qui rachètent des rédactions pour les vider de leur substance et en faire des boîtes à clics et des boîtes à publicité. Et tout ça, on le laisse faire complètement simplement. Donc l'écosystème total, il est vicié. Donc là, je vais arriver au moment où je suis censée dire quelque chose de positif. Alors en général, non, mais le problème, c'est que je dis il faut changer la loi. Et je vais quand même vous montrer comment on va changer la loi, enfin comment il faudrait changer la loi, parce que fondamentalement, j'ai espoir qu'à un moment donné, on puisse aussi changer potentiellement de gouvernement. Mais c'est un peu paradoxal finalement de venir et de conclure ici en disant ça, puisqu'aujourd'hui, on voit que la loi est plutôt utilisée contre le journalisme, donc pas pour favoriser davantage l'information. Et ça se voit avec ce gouvernement. Je pense que c'est Agnès Rousseau, tout à l'heure, vous mentionniez dans les procès Bolloré qu'on disait je voudrais pas que mes enfants soient journalistes, c'est la honte des métiers. Mais la honte des métiers, ça m'a forcément, je me suis rappelé la déclaration d'Emmanuel Macron qui parlait de l'audiovisuel public et qui parlait de honte de la République. Aujourd'hui, on nous dit, ça c'est pas fait, tant mieux, il faut faire la fusion entre TF1 et M6, on va faire la fusion entre TF1 et M6, c'est pas grave parce qu'en face, on va avoir un audiovisuel public fort. Et l'audiovisuel public fort, qu'est-ce qu'on fait? On supprime la redevance. On arrête de le financer. La directive secret des affaires, qui était le premier à la faire passer au départ? C'est passé en cavalier législatif dans le cadre de la loi El Khomri. Par qui? Par Emmanuel Macron, qui le faisait passer en cavalier législatif dans une loi qui n'avait rien à voir du tout avec la directive secret des affaires. Donc en fait, on a quand même un problème actuel d'un gouvernement qui ne respecte pas le journalisme, qui ne considère pas le journalisme et qui aujourd'hui s'attaque au journalisme, ou en tout cas donne aux capitalistes les moyens de s'attaquer aux journalistes. Alors qu'est-ce qu'on fait pour limiter ça? Bon, il faut changer la loi. Il faut changer la loi sur la concentration dans les médias, ça c'est évident. La concentration dans les médias aujourd'hui en France est régulée par une loi qui date de 1986. Alors je vais être optimiste, je vais dire ce qui passe bien. On a eu une décision positive dans les dernières semaines.
ça a été la décision de l'autorité européenne, enfin du commissariat européen à la concurrence sur la fusion Lagardère-Vivendi. Il faut prendre ce qu'on a à prendre. Moi, j'aurais pas dit que c'était à l'Europe forcément de stopper, mais bon, ils ont dit on va finalement avoir une investigation plus poussée dans le cas de cette fusion entre Lagardère-Vivendi. Ça pose deux problèmes, la fusion Vivendi-Lagardère. Vivendi, Vincent Bolloré. Le problème de l'édition. On n'en a pas beaucoup parlé aujourd'hui, mais quand on parle de censure, on a eu des cas de censure à répétition ces derniers mois dans le cadre des maisons d'édition qui sont possédées par Vincent Bolloré. Deuxièmement, ça pose des problèmes dans le secteur des médias en termes de concentration. On n'en parle pas. Pourquoi on n'en parle pas ? Parce que la loi de 86, elle est extrêmement mal écrite en France. La loi de 86 en France, par exemple, quand elle calcule les seuils de concentration, elle les calcule sur les quotidiens généraux d'information. Donc vous prenez le contrôle de Paris Match du journal du dimanche, ça rentre pas en fait dans le radar de la loi parce que ce sont des hebdomadaires. Ensuite, elle fait des calculs en termes de part de marché et elle dit il faut pas posséder plus de 2 sur 3 médias. Radio, télévision, presse écrite. Alors presse écrite, c'est encore une fois que les quotidiens. Radio, télé, on parle même pas du tout dans ce cas-là d'Internet. Il se trouve que dans certains pays, on a fait mieux. Il se trouve que par exemple au Royaume-Uni, l'équivalent de l'autorité française de la concurrence, qui s'appelle la CMA, donc c'est l'autorité de la concurrence britannique, dans le cas de la volonté de rachat par 21 Century Fox, par Rupert Murdoch, donc un peu le Vincent Bolloré australo-britannico-états-unien, qui voulait racheter Sky News, donc une grande chaîne, groupe d'information au Royaume-Uni. Il y est allé, il a voulu faire ce rachat. Au départ, l'autorité de la concurrence a regardé un peu bêtement comme en France en termes de part de marché, puis ils se sont dit mais non, on est au 21e siècle, ça ne joue pas en termes de part de marché. Ce qui compte, c'est l'attention, ce qui compte, c'est le nombre de citoyens touchés aujourd'hui par les différentes activités de Rupert Murdoch. Et si on leur donne, en fait, en plus, Sky, vous avez plus de 10% du public britannique qui ne vont finalement avoir à consommer que de l'information produite par Rupert Murdoch. Ils ont pris ce seuil-là. Ils ont empêché la fusion. Il se trouve que dans le cas de la fusion entre Lagardère et Vivendi, on est confronté exactement à la même problématique. Il se trouve que si vous additionnez CNews, C8, Canal+, Europe 1, JDD, Paris Match, tous les titres du groupe Prisma, on a exactement la même problématique. On est au-dessus du seuil de 10%. Il se trouve que l'autorité de la concurrence au niveau européen s'est saisie de cette problématique et on espère que ça sera en mars prochain du coup. Ils prennent la même décision. Ils disent non, le pluralisme des médias, c'est pas bêtement des parts de marché, c'est aussi de l'attention et on va l'empêcher. Du coup, en fait, je parle jusqu'à temps qu'Edoui Plenel arrive. Comme ça, il fait son arrivée en guest star et vous pourrez l'applaudir. Donc ça, c'est un truc. Elle a deviné parce que, excusez-moi, j'avais un coup de fil de Edoui Plenel. Voilà. Alors, il était en retard. Petite parenthèse, on va faire durer le temps qu'il marche. Ouais, c'est bon. Comme ça, j'ai 8 minutes. On avait négocié avec Edoui, je peux avoir 3 minutes de plus. Vous aviez carrément négocié avant. Ouais, mais c'est un complot, ça. Grosso modo, il était à une réunion à l'Ukraine, à l'autre bourse du travail, à la salle ENAF. Effectivement, il m'a dit, c'est important l'Ukraine aussi. Et donc là, il vient de finir, il vient de m'appeler. Et donc, Julia Cagé, qui est le genre, on ne vous connaissait pas, en plus de la force des arguments, le sens de la scène, là. Allez, voilà. En avant. J'aurais pas mis l'écharpe, parce que du coup, j'ai chaud tout d'un coup. Voilà. Non, alors les autres choses que je veux proposer, puisqu'on a parlé de la concentration, c'est quand même comment on régule l'indépendance des journalistes par rapport à l'actionnariat et par rapport à l'actionnariat des médias privés. Et là, je veux quand même saluer simplement le travail incroyable qui est fait par... Le groupe plaidoyer de l'association Un bout des médias qui pousse depuis plusieurs mois un certain nombre de propositions. Parmi ces propositions, on a quoi ? La première proposition aujourd'hui, c'est quand même de partir du principe que les meilleurs garants de la liberté des médias, ça reste des journalistes. Et il faut donner plus de pouvoir aux journalistes à l'intérieur des médias dans lesquels ils travaillent. Il faut avoir une gouvernance aujourd'hui paritaire à l'intérieur des médias. C'est-à-dire, au sein des conseils d'administration ou des conseils de surveillance des médias, il faut une moitié de salariés, dont une majorité de journalistes. Il se trouve qu'aujourd'hui, l'État a 2 armes à sa disposition. La première arme, on l'a mentionné plutôt pour sa mauvaise utilisation à l'heure actuelle, c'est les aides à la presse. Aujourd'hui, vous êtes un média, vous disposez d'une TVA à taux réduit de 2,1%. Vous êtes un média papier, vous bénéficiez de tarifs postaux
privilégiés. À l'heure actuelle, ça vient quasiment sans aucune contrepartie. Alors ça s'est un tout petit peu amélioré au cours des derniers mois, parce que là, on a un tout petit peu réécrit les règles. On dit, il faudrait quand même 1 ou 2 journalistes pour accorder des aides à la presse. C'était pas le cas jusqu'à présent. Donc il y a cette petite contrepartie. Il faut aller beaucoup plus loin en donnant des conditions et en renforçant les pouvoirs des journalistes, gouvernance paritaire, et je pense aussi choix du directeur ou de la directrice de la rédaction validé par au moins 2/3 des journalistes. La première arme pour faire ça, c'est les aides à la presse. La deuxième, c'est quand même l'attribution des fréquences hertziennes. C'est-à-dire qu'on regarde tout ce qui est en train de se passer aujourd'hui, par exemple sur CNews, par exemple sur C8, et on dit que fait le régulateur ? Que fait le régulateur ? Je veux dire, C8, ça n'arrive pas sur nos écrans parce que Hanouna a claqué des doigts. CNews, ça n'arrive pas sur nos écrans grâce à la gentillesse ou à la bonne volonté de Vincent Bolloré. Mais parce qu'en France, le régulateur, qui s'appelle l'Arcom, a attribué gracieusement, c'est-à-dire il n'a pas payé pour ça, il a attribué à titre gracieux une fréquence hertzienne à Vincent Bolloré pour diffuser les contenus de C8, de CNews, de Canal+. Et ça, aujourd'hui, ça se fait quasiment sans aucune contrepartie. On nous dit, oui, mais c'est la liberté des affaires. Non, la liberté des affaires, c'est vous créez un business. Vous allez demain, ouvrir une boulangerie. Vous créez votre boulangerie, et encore. Si vous créez une boulangerie, vous n'avez pas la liberté des affaires complète. Il y a des conditions d'hygiène, vous aurez... des inspecteurs du travail qui vont venir, etc. Mais on ouvre une chaîne de télévision, là, on ne vérifie pas l'hygiène des propos qui y sont tenus. A priori, quand même, on devrait. Et donc l'attribution de ces fréquences hertziennes, elle devrait se faire aussi avec un certain nombre de contreparties. Ça, c'est la deuxième chose qu'on peut changer dans la loi. Et on peut le changer assez rapidement. La troisième chose qu'il faut faire, et ça me paraît quand même essentiel, c'est reprendre quelque chose qui est écrit dans la loi depuis le CNR, pas celui d'Emmanuel Macron, depuis le Conseil national de la résistance, en 1944, ce qu'on appelle le droit d'agrément. Le droit d'agrément, c'est quoi ? C'est donner la possibilité aux journalistes de s'exprimer en cas de changement d'actionnaire majoritaire de leur média. Ça veut dire que si demain, vous avez un changement d'actionnaire à l'intérieur d'un média d'information, plutôt que cet actionnaire puisse arriver, faire son marché, racheter tel ou tel média contre la volonté des journalistes, faire ce que Vincent Bolloré a fait à iTélé, ensuite laisser partir la majorité des journalistes après la grève la plus longue de l'histoire de la chaîne, à la place de faire ça, on fait quoi ? On donne la possibilité aux journalistes de voter et d'agréer le nouvel actionnaire. Et si les journalistes n'agréent pas le nouvel actionnaire, ils peuvent proposer un actionnaire alternatif. Et ça aussi, en fait, c'est une garantie de l'indépendance des médias. Parce que les journalistes ne sont pas à vendre. On ne peut pas décider d'aller faire son marché, de racheter telle ou telle rédaction et de décider de la ligne éditoriale de tel ou tel média. Et donner ce droit d'agrément aux journalistes, c'est la meilleure façon finalement de protéger leur liberté d'informer. Il n'est pas encore là, Edoui ? Quelle performance, quelle performance, Julia Cagé. Écoutez, c'était très très bien, bravo, bravo. Écoutez, moi je vais pas être dans la performance. On va attendre Edoui et Plenel et on lui laissera du coup conclure. Mais moi je vais faire la pré-conclusion. En espérant qu'effectivement, il tardera pas trop, parce que je ne sais pas être long. Voilà, ce que je voulais simplement vous dire, c'est que d'abord un grand merci. Vous dire aussi que par rapport au cas qui nous préoccupe aujourd'hui, on ne lâchera pas l'affaire. Il y a quelque chose qui est important, c'est que on ne lâchera pas. Je ne sais pas comment le dire simplement autrement. On ira à la CEDH, on ira je ne sais pas où. Et nouvelle que j'ai apprise aujourd'hui, il y a une commission des droits de l'homme et la France va être analysée dans un rapport au printemps par, je dois avouer, je ne sais pas très bien quelle commission des droits de l'homme des Nations Unies, mais on va faire un dépôt de plainte ou d'informations auprès de cette instance. Donc je préférais que M. Dupond-Moretti réponde favorablement à la lettre qu'on va lui envoyer demain, mais ça simplifierait les choses. Mais voilà, il y a la commission de l'ONU et l'affaire dont nous parlons ce soir et toutes celles dont nous parlons ce soir ont un sens vraiment, j'oserais dire, universel. Bon, voilà, je ne vais pas répéter ce qui a été très bien dit. Dire aussi qu'il y a quelque chose qui est important, c'est la solidarité entre les journaux. C'est vrai que le monde du journalisme est concurrentiel, il faut bien le dire, entre journalistes, entre médias, etc. Ce qui se passe de plus en plus, c'est que la presse indépendante, et ben voilà, justement, Edoui vient peut-être conforter le point de vue. Approche, Edoui, tu étais donc la guest star et tu as loupé une performance de Julia Cagé qui a vraiment été sous les applaudissements jusqu'au bout, mais à la fin, elle disait, est-ce que Edoui arrive ? Il arrive. Et du coup, je conclus et tu concluras, ça te permettra de te poser et de prendre un verre d'eau si tu le veux. Et donc, ça tombe bien qu'il y ait effectivement une solidarité entre les journaux, entre
entre la presse indépendante, et je pense qu'année après année, on le ressent tous de plus en plus, avec Reflet, avec la presse indépendante, ça peut aussi être des émissions indépendantes, ça peut être le travail de fond que font Benoît Colomba dans la cellule investigation de Radio France, où Tristan Valex et toute son équipe à complément d'enquête, mais aussi Arrêt sur Image, mais aussi Politis, mais aussi Basta, mais aussi Mediapart, bien sûr. Et ça, c'est vraiment important que peu à peu, et ça n'a pas toujours été simple, les choses se font, se fassent. Et je pense aussi, il y a quelque chose qui apparaît fortement, c'est que de plus en plus de gens, peut-être encore minoritaires dans la société, mais se disent, il y a une autre presse possible que la presse des oligarques. Et puis, juste pour vous dire que l'enjeu essentiel, c'était effectivement l'enquête. Donc c'est vrai quand même, comme le disait Dominique Pradalier, comme l'ont dit d'autres jours, d'autres personnes, la sanction, c'est la procédure. Et malgré l'amitié que je porte à notre avocat Alexandre Faro, qui fait depuis des années du très bon travail pour Reporter, et on préfère quand même bosser sur des enquêtes que explorer les arcanes du droit. Voilà, donc on ne va pas lâcher de toute façon sur les enquêtes. Benoît Colomba, la chance de Reporter, c'est qu'on n'est pas en mauvaise situation. On compte le moindre sou, on fait gaffe, mais on a la chance de pouvoir à la fois assumer des frais judiciaires, et on ne lâchera pas, et faire des enquêtes. Donc dans quelques jours, une enquête sur l'Ukraine et le Titan et Airbus. J'espère qu'elle vous intéressera. La semaine prochaine, une enquête sur l'Antarctique. Et puis après tout, puisque cette histoire d'OGM était intéressante, on va aussi bosser sur les nouveaux OGM, qui sont en fait les OGM par mutagenèse, qu'on appelle les VRTH. C'est vrai qu'on en parle depuis des années à Reporter, et comme on a un tempérament un peu obstiné, eh bien, on va vous parler de VRTH, même si personne n'y comprend rien, parce que c'est un enjeu essentiel. Merci à toutes et à tous. Et alors, pour te faire un petit résumé, Edoui, donc on a discuté d'abord, on a bien expliqué l'affaire de Grégoire Souchet et les autres affaires des reporters de Reporter. Ensuite, on a eu pas mal de témoignages avec Tristan Valex, Antoine Champagne, Daniel Schneiderman et Agnès Rousseau sur des cas de pression. Et puis après, on a élargi avec Benoît Colomba, Emmanuel Vire, Aria Halimi sur la logique générale de répression de la liberté d'informer. Et donc, tu as quartier libre. Alors, tous les intervenants ont eu l'extrême performance de parler à peu près en 5 minutes et de quasiment pas déborder. Alors, voilà, connaissons un petit peu Edoui, même si on ne s'est pas vu depuis longtemps, mais vous le connaissez aussi. Mais allez, on te donne 7-8 minutes. Et merci d'être là. Pardon de ne pas avoir pu écouter les uns et les autres. Et bonsoir à toutes et tous. J'étais à l'autre Bourse du Travail pour une soirée de solidarité avec l'Ukraine, organisée par le réseau français de solidarité avec l'Ukraine, avec une intervenante ukrainienne, une intervenante russe. Ce n'est pas tout à fait un hasard, et quelque part, il y a une résonance. Comme vous le savez, avant l'invasion du 24 février, Poutine a pris une première décision, c'est d'effacer le passé en tuant l'organisation mémoriale, le savoir, la connaissance sur le passé. Et à peine avait-il fait l'invasion, il a pris une autre décision, c'est de tuer le présent, en décidant qu'on ne pouvait pas parler de guerre, en décidant qu'il y avait une juste façon de rendre compte du présent, qui a été jusqu'à l'interdiction, la fermeture de l'Union indépendante des journalistes, sans parler évidemment de la répression de toute expression libre, mais de toute connaissance libre. Je dis ça parce que c'est un enjeu essentiel. La façon dont la liberté de la presse, telle qu'elle est fondée dans notre histoire française par la loi de 1881, par sa jurisprudence, la façon dont elle a contourné par toutes sortes de tentatives, ce qui vise Reporter, ce qui a visé Reflet, et qui continue à viser Reflet, ce qui vise Mediapart et qui a échoué momentanément, cette contestation, elle est au cœur de comment on doit se battre dans notre monde aujourd'hui. On ne peut pas se lever contre ce que représente le régime poutinien ou ce que représente le régime iranien. Je rappelle que le point de départ de la révolution iranienne, c'est le travail de 2 journalistes qui sont en prison et dont on ne sait pas ce qu'elles vont devenir. Et on ne peut pas, d'un côté, faire cela dans notre façon de nous poser, d'exprimer la voix de notre pays, je parle de nos gouvernants, et en même temps de saper cela. Et non seulement de saper cela, c'est-à-dire ce droit de savoir, cette liberté fondamentale
que notre profession doit remplir, mais de le faire en même temps, et en ce sens, tous les combats sont liés, peut-être que Julia Cagé en a parlé, et en même temps, être complice de la façon dont l'information est détruite par l'opinion. Car c'est aujourd'hui ce qui nous menace, et peut-être avez-vous vu que la prix Nobel de la paix, la journaliste philippine, l'a dit dans des déclarations récentes, c'est cette façon qu'incarne aujourd'hui l'émergence de chaînes d'opinion qui sont des chaînes de haine chez nous, qui est de remplacer le blablabla des opinions où tout est possible de dire, y compris le pire, y compris ce qui blesse la Déclaration des droits de l'homme, l'égalité naturelle, pour étouffer, pour tuer, pour effacer ce qui est le cœur d'un débat rationnel en démocratie, un débat d'opinion d'abord fondé par des faits, fondé par un rapport à des vérités de fait, fondé par une connaissance aussi bien du présent que du passé, puisque le présent est aussi lié au passé. Et donc le combat que nous menons n'est pas un combat simplement de résistance, le dos au mur, je crois qu'il est au cœur d'un enjeu démocratique fondamental. Et je l'ai dit là à la réunion sur l'Ukraine, j'ai dit c'est quoi le but de guerre ? Bien sûr qu'il faut que Poutine soit battu, mais il faut qu'il soit battu aussi par un imaginaire supérieur, un imaginaire démocratique supérieur, et ce qui suppose qu'ici même, on ne commence pas à diaboliser des minorités, à diaboliser les professions, à traiter de séparatistes ceux qui ne vont pas droit selon ce que pense le pouvoir. Nous sommes à Paris. Et je rappelle toujours que le 13 juillet 1789, avant qu'il y ait une déclaration des droits de l'homme, avant qu'il y ait même pas l'ébauche d'une démocratie, avant qu'il y ait des institutions républicaines, avant qu'il y ait tout ce qui a permis de conquérir des droits, d'inventer des droits et d'en défendre de nouveaux, le premier maire de Paris, qui avait été le premier président de l'Assemblée nationale, parce que le premier président du tiers-État, un homme de transition de l'ancien régime à la Révolution, il s'appelait Jean-Sylvain Bailly, a fait placarder sur tous les murs de Paris une proclamation dans laquelle il y avait cette formule « La publicité est la sauvegarde du peuple ». Le mot publicité n'avait aucun rapport avec la publicité marchande d'aujourd'hui, avec simplement le fait de savoir tout ce qui est d'intérêt public. Pour conquérir des droits, pour défendre des droits, pour inventer des droits, nous devons savoir tout ce qui est d'intérêt public. C'est ce qu'a fait Reporter, c'est ce que font l'ensemble de celles et ceux qui sont rassemblés autour de cette profession. Et ce n'est pas un privilège des journalistes, c'est un droit fondamental des citoyens, et donc nous sommes rassemblés autour de cet idéal qui nous oblige et qui va bien au-delà de nos personnes ou de nos médias. Merci. Merci. Merci Edoui, merci à toutes et à tous. Tout ce qu'on peut dire, c'est on ne lâche rien. On sait pourquoi on est là et on sait pourquoi on continue. Donc bon retour, merci à toutes et à tous et vive la liberté.